Je suis entré dans ma maison d'enfance le soir du Nouvel An, la neige collant encore à mon manteau, quand mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit à un groupe d'inconnus que je n'étais rien de plus qu'un soutien technique pour ma sœur. Il l'a dit de la même manière qu'on brosse une peluche sur une manche, avec désinvolture, sans réfléchir, avec cruauté. La pièce était chaude grâce à la cheminée, mais je me souviens avoir senti une bande d'air froid glisser le long de mes épaules, comme si la maison elle-même avait expiré et m'avait poussé dehors. Quelqu'un a ri. Je ne sais même pas qui c'était. Peut-être l'un des investisseurs que ma sœur avait invités. Peut-être l'un des voisins aimait-il plus le champagne gratuit que la vérité. Ma sœur se tenait près de l'escalier du hall dans sa robe à paillettes, souriant comme si elle attendait ce moment. Elle a levé son verre juste un peu, et j'ai regardé la lumière accrocher le bord. Il semblait assez tranchant pour couper. Papa a parlé par-dessus moi avant que je ne puisse répondre à l'homme qui m'avait interrogé sur mon travail. Il lui a dit que j'aidais ma sœur dans ses projets, aidais, comme si les années que j'avais passées à construire quelque chose à partir de rien n'avaient été qu'un passe-temps après l'école. Comme si mon nom n'avait jamais été sur les murs de mon petit appartement de Somerville, où des post-it recouvraient chaque porte de placard pendant que je poursuivais l'idée qui est finalement devenue mon entreprise. Je n'ai pas ressenti de colère au début. C'était plutôt comme un vieux bleu sur lequel une main familière appuyait. Avant d'aller plus loin, laissez-moi faire une pause. J'aime toujours savoir ce que les gens font quand ils écoutent des histoires comme celle-ci, surtout celles qui commencent comme la mienne. Cela donne l'impression que le monde est un peu plus proche, un peu plus humain d'une certaine façon. Si vous en avez envie, partagez-le plus tard dans les commentaires. Quand cette nuit est arrivée, je me tenais dans cette pièce essayant de respirer à travers la piqûre d'être effacé devant des gens qui célébraient ma sœur comme si elle était la seule Whitmore à avoir jamais accompli quoi que ce soit. Papa continuait de parler. Il aimait s'approprier les conversations comme certaines personnes aiment s'approprier les pièces. Il disait des choses comme « Elle est douée avec les ordinateurs et elle aide sa sœur ». Chaque mot ébréchait l'espace autour de moi. Je pouvais sentir les murs se pencher vers l'intérieur. Je pouvais entendre mon rythme cardiaque dans mon oreille. Le tapis étouffait le son de tout, sauf mon refus. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas défendu par un discours. J'ai simplement dit, je ne mentirai pas sur mon travail. La phrase est restée suspendue. Personne dans cette pièce ne s'attendait à ce que je le contredise. Pendant un instant, tout s'est figé. Même la musique dans l'autre pièce semblait étouffée. Les yeux de papa se sont plissés. Il a posé son verre. Ma sœur a incliné la tête comme si elle regardait une scène qu'elle avait voulu voir toute sa vie. L'homme qui m'avait posé la question a souri maladroitement et a regardé ses chaussures. Les gens ont bougé. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Puis papa a fait un pas vers moi avec cette rage contrôlée et familière qu'il utilisait chaque fois que j'oubliais ma place. Il a dit, « Si tu ne peux pas respecter cette famille, tu peux partir. » Je n'ai rien dit. Le respect avait toujours signifié le silence dans cette maison, le silence et le rétrécissement. Mais je n'ai pas rétréci. La voix de papa a claqué dans la pièce plus fort que la musique, « Sors ou j'appelle les flics. » Il a tendu la main vers la porte et l'a ouverte d'un coup. Le froid s'est engouffré. Ma sœur a frappé une fois dans ses mains, sèchement, comme s'il s'agissait du signal final d'une pièce qu'elle avait mise en scène. Je me souviens m'être penché pour ramasser mon manteau. Je me souviens du poids du tissu, de l'odeur de la neige sur la laine, de l'étrange stabilité de mes jambes. J'ai regardé mon père et j'ai dit au revoir. Pas de colère, pas de larmes, juste au revoir, un mot qui semblait plus lourd que le ciel nocturne à l'extérieur. Je suis sorti dans le froid et la porte s'est refermée derrière moi. Le verrou a cliqueté. Cela sonnait comme un petit morceau de métal, mais cela ressemblait à un verdict. Le ciel au-dessus de Greenwich était éclairé par la lueur des premiers feux d'artifice provenant du détroit. J'ai descendu les marches glacées, mon souffle formant des nuages pâles dans l'air. Je ne savais pas ce qui allait se passer dans les minutes suivantes, mais je savais que quelque chose avait basculé en moi. Toute la partie de moi qui avait essayé d'appartenir à cette maison s'était dissoute dans le froid. J'ai atteint ma voiture, je me suis assise à l'intérieur et j'ai posé mes doigts sur le volant. J'ai regardé les fenêtres de la maison où des silhouettes bougeaient comme si de rien n'était. J'ai failli partir. Presque. Puis j'ai senti mon téléphone vibrer. Il était minuit. Le nom de ma sœur a éclairé l'écran. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Sa voix est arrivée, brisée et essoufflée. « Elisa, qu'est-ce que tu as fait ?
David fait une crise de nerfs complète. Maman crie. Les gens partent. La police vient de s'arrêter devant la maison. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fixé le pare-brise où les flocons fondaient en fines lignes. J'ai senti un calme étrange s'installer dans ma poitrine. Pas de la satisfaction, juste de la clarté, celle qui arrive quand on arrête enfin de prétendre qu'on est plus petite qu'on ne l'est. J'ai dit, je n'ai rien fait d'autre que dire la vérité. Elle a commencé à dire quelque chose, mais sa voix tremblait trop pour donner un sens aux mots. La seule chose que je pouvais comprendre était la peur. Pas la peur de moi, la peur de ce que fait la vérité quand elle tient enfin debout toute seule dans une maison bâtie sur le déni. Elle a demandé à nouveau, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et j'ai dit, « Je parlerai quand je serai prête. » Puis j'ai raccroché. Je suis restée assise là, écoutant les sons étouffés des cris venant de l'intérieur de la maison, le craquement lointain des feux d'artifice et les bruits de pas approchant sur la glace. J'ai vu le reflet des lumières bleues et rouges glisser sur le capot de ma voiture. Je n'ai pas allumé le moteur. Je n'ai pas bougé. J'avais passé 31 ans à essayer de gagner une place dans cette famille. Ce soir, ils m'ont offert la liberté d'arrêter d'essayer. La neige continuait de tomber, douce et régulière, comme si elle avait tout le temps du monde. Et peut-être pour la première fois de ma vie, moi aussi. J'ai pris une lente inspiration et j'ai expiré dans le calme de ma voiture. La nuit n'était pas finie. Elle changeait seulement de forme, devenant autre chose, quelque chose que je n'avais pas prévu en montant sur ce perron, quelque chose qui allait défaire chaque mensonge qu'ils avaient construit et chaque vérité que j'avais enterrée pour survivre. À l'extérieur, les lumières clignotantes devenaient plus vives. J'ai entendu une porte s'ouvrir. J'ai entendu quelqu'un appeler l'homme qui avait contacté les services d'urgence. J'ai entendu ma sœur crier qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Leurs voix se mélangeaient à la nuit jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que du bruit. Je suis resté immobile. La vérité a un son quand elle arrive enfin. Elle ne rugit pas. Elle ne hurle pas. Elle se pose doucement comme la neige, mais elle change tout ce qu'elle touche. Je ne savais pas ce que l'heure suivante apporterait. Je savais seulement ceci, j'en avais fini de m'excuser d'exister. J'en avais fini de me faire plus petite. Et quoi qu'il se passait derrière ces murs, c'était le début de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu venir. La maison qui m'avait effacé allait apprendre ce qui arrive quand la fille invisible arrête enfin de disparaître. J'ai levé les yeux vers la neige qui tombait et j'ai attendu le moment qui nous changerait tous. Les policiers marchaient déjà vers la porte d'entrée, et mon histoire ne faisait que commencer. Je me souviens d'être restée assise là dans ma voiture, regardant leur silhouette se déplacer sur le perron, quand une étrange lourdeur s'est installée dans ma poitrine. Pas de la peur, pas de l'inquiétude, quelque chose de plus vieux que cela. Un souvenir remontant d'un endroit que j'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de faire taire. Le genre de souvenir qui vous fait réaliser que des nuits comme celle-ci ne commencent jamais la nuit où elles arrivent. Elles commencent des années plus tôt dans les plus petits moments, des moments que vous pensez avoir oubliés jusqu'à ce qu'ils reviennent et s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle que vous ne saviez pas que vous construisiez. La vérité était que je savais que ce moment sur le perron était inévitable. Peut-être pas les gyrophares de police, ni les cris, ni la neige fondant sur mon pare-brise, mais le sentiment d'être poussé hors d'une maison qui n'était jamais vraiment la mienne. Cela grandissait depuis des années, tissé dans le rythme de ma vie de famille bien avant que j'aie 31 ans, ou que je construise une entreprise, ou que je dépose un brevet à mon nom. Quand j'étais enfant, la maison des Whitmore avait son propre système météorologique, qui ne correspondait jamais aux saisons extérieures. En hiver, les pièces étaient chaudes mais semblaient froides. En été, la lumière du soleil semblait filtrée, comme si les fenêtres ne laissaient entrer que les parties qui ne dérangeaient rien. Tout dans cette maison était organisé, impressionnant quand les invités étaient là, calme et poli quand nous étions seuls. Ma famille aimait l'ordre. Ils aimaient la prévisibilité. Ils aimaient l'illusion de la paix plus que la paix elle-même. J'ai appris tôt que la paix signifiait le silence. Ma sœur n'a jamais eu à apprendre cette règle. Elle disait ce qu'elle pensait sans conséquence. Si elle disait quelque chose de tranchant ou d'imprudent, on l'excusait par « elle est expressive » ou « elle a juste une forte personnalité ». Quand je disais quelque chose de similaire, même gentiment, c'était « intense ». Papa n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, la déception sur son visage faisait le travail pour lui. J'avais l'habitude de regarder ma sœur occuper l'espace avec aisance. Elle remplissait les pièces de sa voix, de son rire, de ses exigences. Je pensais qu'elle était née avec un laissez-passer secret, que je n'avais jamais reçu quelque chose d'invisible qui disait que le monde plierait pour elle.
J'ai passé des années à attendre que le mien arrive. Au moment où je suis arrivé au lycée, je maîtrisais déjà l'art de me rétrécir. J'évitais de parler des cours où j'excellais parce que papa disait toujours que la fierté rendait les gens ridicules. Je me souviens être rentré un jour avec un ruban de première place d'un concours scientifique régional. Mon professeur m'avait encouragé à le ramener à la maison et à le partager avec ma famille. Je l'ai laissé dans mon sac à dos après que papa a dit que ce genre de choses n'avait aucune importance dans la vraie vie, et que maman a dit, ta sœur vient de passer une journée stressante. Laisse-lui l'attention ce soir. Ce ruban est resté plié au fond de ce sac jusqu'à mon départ pour l'université. À l'université, je pensais que les choses changeraient. J'imaginais que la distance desserrait l'emprise que cette maison avait sur moi. J'ai choisi une école dans le Massachusetts parce que cela me semblait assez loin pour respirer. Pendant un certain temps, cela a fonctionné. Je me sentais plus légère. Je me sentais visible d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Les professeurs encourageaient mes idées. Les camarades de classe demandaient mon avis. J'ai appris à parler sans attendre que quelqu'un décide si ma voix était appropriée. Mais les rythmes de ma famille me suivaient, même quand j'essayais de les distancer. Papa a appelé une fois pendant ma 2e année. Il a demandé comment se passait l'école, mais pas par curiosité, plutôt comme un audit. Je lui ai parlé d'un projet de recherche que j'avais été invité à rejoindre. Il a marmonné et a dit, ta sœur envisage de lancer une entreprise. Peut-être pourrais-tu l'aider avec les parties techniques. C'était le même message que toujours, quoi que je fasse, ce n'était réel que si cela l'aidait. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne le faisais jamais. J'y pense maintenant et je me demande combien de fois dans ma vie j'ai confondu survie et respect. En 2019, l'année où j'ai commencé à travailler sur la première version de l'algorithme qui allait plus tard façonner ma vie entière, tout en moi voulait célébrer. Je venais de résoudre une petite mais critique partie du modèle de reconnaissance de forme. C'était comme découvrir une nouvelle porte dans une maison que l'on croyait connaître. J'ai appelé maman parce que, pour une raison quelconque, je croyais encore qu'elle pourrait être fière. Elle a écouté et a dit, ça a l'air génial, mais ta sœur a un entretien demain et elle est nerveuse. Essaie de ne pas l'accabler avec des trucs techniques quand tu rentreras à la maison. Je me souviens m'être tenu dans ma cuisine à Somerville, mon téléphone pressé contre l'oreille, fixant une pile d'articles de recherche sur le comptoir. J'ai chuchoté, c'est bon. Je te raconterai une autre fois. Et elle a dit, merci, ma chérie. Elle pensait bien faire. Elle pensait toujours bien faire. Mais les bonnes intentions n'effacent pas une vie entière passée à s'entendre dire de tamiser sa propre lumière. J'ai appris à avaler mes mots. J'ai appris à présenter mes accomplissements comme s'ils étaient des inconvénients. J'ai appris à être petite dans une famille qui récompensait le bruit. Entre 2019 et 2021, alors que mon travail grandissait et que ma confiance essayait silencieusement de suivre, l'écart entre qui j'étais à la maison et qui j'étais à l'extérieur s'est creusé. Au labo, j'étais respecté. À la maison, j'étais toléré. Au labo, mes idées comptaient. À la maison, elles étaient des distractions. Papa demandait rarement ce que je construisais. Maman disait que la science était merveilleuse, mais qu'elle n'y comprenait rien. Ma sœur disait aux gens que je réparais ces appareils parce que c'était plus facile à expliquer. J'essayais quand même, pourtant. J'étais toujours présente pour les anniversaires, les dîners et les fêtes. Je laissais toujours ma sœur parler par-dessus moi. Je tressaillais toujours quand papa soupirait de cette façon qu'il avait quand il voulait que la conversation passe à autre chose. Je m'excusais toujours pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. Je me coulais toujours dans la forme qu'il reconnaissait. Un soir, au début de l'année 2021, je suis venu pour un dîner de famille et quelqu'un a demandé sur quoi je travaillais. J'ai ouvert la bouche et papa a coupé court, disant « Elle est occupée par ses projets informatiques, mais laissez sa sœur vous parler du nouveau partenariat qu'elle explore. » Le moment n'a duré que quelques secondes, mais il s'est logé dans ma mémoire comme un éclat de verre. La façon dont la table s'est tournée vers ma sœur. La façon dont elle a souri. La façon dont je me suis senti me replier sur moi-même à nouveau. J'ai commencé à comprendre que ma famille n'aimait pas la version de moi qui existait en dehors de cette maison. Ils aimaient la version silencieuse, l'obéissante, la serviable, celle qui ne mettait personne mal à l'aise avec de l'ambition, des accomplissements ou la vérité. Ils aimaient la version de moi qui n'existait plus. Le basculement ne s'est pas produit d'un coup. Il s'est produit par petites prises de conscience dispersées au fil de ces années, l'impression de rentrer chez soi et de savoir que la porte pourrait s'ouvrir,
mais que je serais toujours dehors, la façon dont les accomplissements de ma sœur étaient exposés dans des cadres le long du couloir alors que les miens vivaient dans des tiroirs, la façon dont papa me présentait aux gens comme étant doué avec les ordinateurs, même après avoir reçu des financements que la plupart des chercheurs de mon âge ne pouvaient que rêver d'obtenir. À la fin de 2021, j'étais devenu fatigué, pas en colère. La colère aurait signifié croire que les choses pouvaient changer. La fatigue signifiait accepter ce qui était vrai. Ma famille valorisait l'ordre. Mon existence perturbait cet ordre. Ils voulaient l'harmonie avant l'honnêteté. J'avais appris à leur donner cela pendant des décennies. Mais quelque chose en moi savait que je ne pourrais pas continuer éternellement. Cette fracture silencieuse est ce qui a mené à tout ce qui s'est passé ensuite. C'est ce qui a façonné la nuit où mon père a verrouillé la porte derrière moi. C'est ce qui a façonné le calme que j'ai ressenti assise dans ma voiture pendant que les gyrophares de police balayaient l'allée. C'est ce qui a façonné la décision que j'avais prise bien avant le réveillon du Nouvel An, bien avant les cris, bien avant que la vérité ne remonte enfin à la surface. Je pense que c'est ce que les gens comprennent mal à propos des moments comme celui que j'ai vécu ce soir. Ils imaginent le point de rupture comme une explosion unique, une rupture soudaine. Mais la plupart des fractures commencent par des lignes capillaires courant sous la surface d'une vie, des lignes que vous ignorez parce que vous pensez qu'elles s'effaceront, des lignes que vous prétendez être des ombres, des lignes qui se creusent chaque fois que vous avalez une vérité pour protéger le confort de quelqu'un d'autre. Au moment où la fracture devient visible pour tous les autres, elle grandit depuis des années. Assise dans ma voiture à regarder la neige tomber, j'ai réalisé que je vivais avec cette fracture toute ma vie. Il avait simplement fallu 31 ans et une porte verrouillée pour que je la reconnaisse enfin. Les policiers étaient sur le perron maintenant. J'ai entendu une voix lancer un salut, étouffé par l'air hivernal. À l'intérieur de la maison, quelqu'un a crié quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. La voix de ma sœur montait et descendait comme si elle essayait de canaliser une tempête qu'elle n'avait pas vue venir. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que la fille que j'étais autrefois, celle qui essayait si fort d'être petite, n'aurait pas reconnu la femme assise dans cette voiture maintenant, celle qui refusait de mentir, celle qui était partie, celle qui avait enfin arrêté de rétrécir. J'ai laissé échapper une lente inspiration. Des flocons de neige dérivaient sur le pare-brise et fondaient dès qu'ils touchaient le verre. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas demandé ce que ma famille voulait de moi. Je me suis demandé ce que je voulais pour moi-même. La nuit continuait de se dérouler. La vérité circulait encore dans la maison comme un vent froid, mais la fracture était déjà ouverte. Il n'y avait pas de retour possible vers la version de moi qu'il préférait. J'ai regardé la lumière du perron vaciller et j'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à apprendre à me taire dans une famille qui n'aimait que les parties silencieuses de moi. Ce chapitre de ma vie se terminait. Un autre commençait, que nous soyons prêts ou non. Je suis resté immobile et j'ai laissé le silence s'installer. La suite de la nuit arrivait, et je savais qu'elle ne m'attendrait pas pour rassembler mes pensées. La neige continuait de dériver sur le pare-brise alors que j'étais assise là, laissant le silence s'installer. Et la suite de la nuit attendait juste au-delà du bord de ma respiration. Mais mon esprit, têtu comme toujours, m'a tiré en arrière plutôt qu'en avant vers l'endroit où tout cela a réellement commencé. Pas dans un salon le soir du Nouvel An, pas avec les gyrophares de police ou les cris ou le froid. Cela a commencé dans un laboratoire exigu à Somerville, où le bourdonnement des vieux radiateurs et le scintillement des ampoules au plafond me semblaient plus proches d'un foyer que la maison des Whitmore ne l'avait jamais été. L'Institut Carver se trouvait dans une rue étroite bordée de bâtiments en briques et de lampadaires qui bourdonnaient doucement dès qu'il pleuvait. Le labo était coincé au 3e étage, un espace qui sentait toujours un peu le café, l'encre d'imprimante et tout aliment expérimental que quelqu'un faisait chauffer au micro-ondes à 2 heures du matin. Nous travaillions à des heures bizarres. Nous travaillions de longues heures. La plupart des nuits, le froid de janvier s'infiltrait à travers les fenêtres si vivement que nous gardions des pulls de rechange drapés sur le dossier de nos chaises. Personne ne se plaignait. Ce labo nous appartenait, même quand le toit fuyait, que le chauffage coupait ou que l'ascenseur antique calait entre les étages. En 2019, j'avais 26 ans et je venais d'être accepté dans un partenariat de recherche axé sur la modélisation diagnostique précoce. Cela semblait plus compliqué que ça ne l'était. À la base, nous essayions d'apprendre aux ordinateurs à lire les signes précoces de maladies de la même manière qu'un clinicien chevronné peut repérer quelque chose de subtil. Pas de la magie, pas des miracles, juste des schémas cachés dans des endroits que la plupart des yeux ne peuvent pas voir. J'aimais ce travail parce qu'il était patient. Cela récompensait la persévérance plus que le génie. On pouvait fixer un problème pendant des semaines,
convaincu qu'il nous détestait. Puis, une nuit, quelque chose basculait, et la réponse surgissait enfin dans la lumière. J'ai commis beaucoup d'erreurs au cours de ces premiers mois. Une fois, j'ai mal étiqueté un dossier de données et effacé 2 semaines de pré-traitement. J'ai fait tomber mon ordinateur portable et brisé le coin de l'écran. J'ai renversé une tasse de café froid si complètement sur mon bureau que la tache a survécu sous le clavier pendant le reste de l'année. Mais le travail continuait de m'appeler. Même quand je me sentais submergé, même quand je me sentais sous-qualifié, même quand ma famille me demandait quand j'allais obtenir un vrai travail. Ma mentor, la docteure Elena Martinez, avait une voix qui pouvait traverser la pièce la plus bruyante sans jamais paraître dure. Elle portait toujours ses cheveux relevés, buvait toujours son thé dans une tasse en céramique ébréchée, et croyait toujours que la bonne recherche venait de la curiosité plutôt que de l'ego. Un soir, alors que je luttais contre un problème de modélisation particulièrement tenace, elle a tiré une chaise à côté de moi et a dit « La seule véritable percée en science consiste à apprendre comment continuer quand le travail vous embarrasse. » Je me souviens avoir écrit cela sur un post-it et l'avoir collé sur mon écran. Il est toujours là dans mon appartement, décoloré sur les bords. Au début de l'année 2020, nous avions la première structure brute de l'algorithme qui allait devenir Neuralthread, bien que ce nom soit venu beaucoup plus tard. À l'époque, c'était simplement le modèle V14 ou le Revised Core Pattern Test 6. Rien de prestigieux, rien d'impressionnant, mais cela fonctionnait juste assez pour nous pousser à poursuivre la version suivante. Nous lancions des simulations à des heures indues, ajustant les paramètres, testant des ensembles d'images, et célébrant les petites victoires comme s'il s'agissait de révélations. J'aimais cette période de ma vie. J'aimais rentrer du laboratoire à pied au petit matin, avec mes cheveux sentant l'huile de machine et mes mains collantes à cause d'un trop grand nombre de barres énergétiques. J'aimais la lueur des lampes de Porsche à Somerville alors que le monde commençait à s'éveiller. J'aimais la fierté tranquille de savoir que je construisais quelque chose, même si personne dans ma famille ne m'interrogeait jamais à ce sujet. Ma sœur m'appelait occasionnellement durant ces années-là, généralement lorsqu'elle avait besoin d'aide pour réparer quelque chose. Elle ne me demandait jamais sur quoi je travaillais. Elle ne me demandait jamais comment j'allais. Elle semblait toujours occupée, comme si chaque conversation était une faveur qu'elle m'accordait en décrochant. Une fois, j'ai essayé de lui parler de la précision de la détection précoce que nous avions atteinte cette semaine-là. Elle a dit, « Ça a l'air bien, mais peux-tu m'aider avec une proposition pour un investisseur potentiel ?» Puis elle a parlé pendant les 15 minutes suivantes de ses projets de voyage. Je ne pense pas qu'elle voulait être méprisante, elle avait simplement grandi en croyant que son monde n'importait plus. Au printemps 2020, j'ai déposé la première demande de brevet provisoire. J'y avais été encouragé par la docteure Martinez et 2 collègues qui croyaient que ma structure spécifique pour la segmentation des formes était assez unique pour être protégée. Le dépôt était terrifiant. Je n'avais jamais mis mon nom sur quelque chose d'officiel auparavant. Je vérifiais sans cesse l'horodatage du courriel de confirmation, comme s'il risquait de disparaître si je clignais des yeux trop fort. J'ai tout sauvegardé, chaque brouillon, chaque note, chaque courriel. Non pas parce que je m'attendais à ce que quelqu'un me conteste un jour, mais parce que j'étais fier. C'était nouveau. La fierté ressemblait à une émotion étrangère dans ma bouche, mais je m'y suis accroché quand même. À la maison, pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance. Les quelques fois où j'ai rendu visite pendant ces années, papa me présentait toujours comme étant doué avec les ordinateurs. Maman disait encore qu'elle aurait aimé que je choisisse quelque chose de plus facile à expliquer. Ma sœur occupait toujours l'espace avec ses ambitions et son charme, tandis que je restais silencieuse pour que la soirée reste paisible. J'avais appris que le coût de la parole était souvent plus élevé que la valeur d'être entendu. Fin 2020, une petite opportunité s'est présentée par l'intermédiaire d'un groupe de santé à but non lucratif qui souhaitait explorer des outils de dépistage précoce. La docteure Martinez m'a demandé de diriger la présentation. J'étais nerveuse, j'étais excitée. Je me suis entraîné pendant des jours. Quand j'en ai parlé à ma famille lors du dîner de la fête de l'Action de grâce, ma sœur a changé de sujet pour parler d'un nouveau programme pilote de luxe qu'elle poursuivait. Papa a hoché la tête poliment, puis m'a demandé si je pouvais regarder son ordinateur portable parce qu'il fonctionnait lentement. Maman a dit qu'elle espérait que je ne serais pas trop stressé par le travail, car le stress rendait la vie difficile. Je me souviens d'avoir repris la route vers le Massachusetts ce soir-là avec un goût de déception épais dans la gorge. J'ai baissé la vitre sur l'autoroute juste pour sentir l'air froid frapper mon visage et me rappeler que j'étais encore réel. 2021 a été l'année où tout s'est accéléré. Neuralthread,
comme nous l'avons nommé plus tard, a commencé à montrer des taux de cohérence prometteurs. Nous avons obtenu une extension de recherche. J'ai été invité à faire une présentation lors d'une conférence régionale. Ma sœur a appelé cette même semaine pour dire qu'elle envisageait une nouvelle gamme de produits et qu'elle avait besoin d'aide pour rédiger la description technique. J'ai proposé de la guider. Elle a demandé si je pouvais simplement le faire à sa place, elle a dit que cela ne me prendrait que quelques minutes. Cela m'a pris 3 heures, et je n'ai jamais reçu de merci. En avril de cette année-là, ma famille m'a demandé si je pouvais donner des conseils sur un concept d'expansion technologique médicale qu'ils discutaient pour Whitmore Industries. Ils l'ont présenté de manière informelle, presque comme une faveur familiale. J'ai dit oui. Je n'aurais pas dû, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Je pensais que peut-être cette fois, ce serait différent. Peut-être qu'ils verraient enfin le travail que j'avais accompli. Peut-être que le partager nous rapprocherait. Ce ne fut pas le cas. La première réunion à laquelle j'ai assisté avec eux s'est déroulée dans une salle de conférence avec des fenêtres allant du sol au plafond et donnant sur la rivière. Ma sœur a fait l'essentiel de la présentation, exposant des diapositives que je l'avais aidé à organiser. Lorsque les questions sont devenues techniques, elle a fait un geste vers moi et a dit « Ma sœur aide pour les parties informatiques ». J'ai ressenti ce vieux sentiment familier de rétrécissement à l'intérieur de ma poitrine. J'ai répondu aux questions quand même, mais je l'ai fait doucement en veillant à ne pas donner l'impression qu'elle n'était pas préparée, en veillant à ne pas irriter papa, en veillant à ne pas paraître trop fier. Après la réunion, papa a dit « Bon travail », du même ton qu'il utilisait quand je dressais correctement la table étant enfant. Ensuite, il a applaudi ma sœur pour avoir mené toute la conversation. Elle a accepté les éloges facilement, elle le faisait toujours. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai rouvert mes dossiers de brevet. J'ai lu chaque horodatage 2 fois. Je me suis rappelé que quoi qu'il se soit passé dans cette salle de conférence, mon travail m'appartenait pas à eux, pas à l'entreprise, pas à ma sœur. À moi. Pendant l'été, j'ai reçu un appel de notre coordinateur de recherche confirmant la prochaine étape de développement de l'algorithme. Cela signifiait de longues heures, des enjeux élevés et de réels progrès. J'étais ravi. Je voulais partager la nouvelle. Mais quand j'ai envoyé un message à ma sœur, elle a dit qu'elle était occupée à préparer une présentation importante. Papa n'a pas répondu. Maman a envoyé un emoji en forme de cœur et m'a demandé si je pouvais rentrer bientôt parce que ma sœur se sentait dépassée et avait besoin de soutien. Je n'ai pas répondu à ce message pendant 2 jours. C'est alors que j'ai commencé à comprendre que soutenir ma famille était devenu une rue à sens unique. Tout ce que je donnais disparaissait dans le paysage de leurs attentes. Pas de reconnaissance, pas de réciprocité, juste plus de demandes. Fin 2021, j'avais pris une décision discrète, j'aiderais toujours l'entreprise familiale s'ils le demandaient, mais je ne leur donnerais pas le cœur de mon travail. Je ne leur céderais pas la propriété intellectuelle que j'avais passé des années à construire. Je ne me rétrécirais pas assez pour entrer dans la version de moi qu'ils préféraient. Je me disais que des limites pouvaient exister sans conflit. Je me disais que ma famille les respecterait. Je me disais qu'ils n'essaieraient jamais de me prendre quelque chose qui ne leur appartenait pas. J'avais tort à ce sujet, mais à l'époque, j'y croyais encore. À l'époque, j'espérais encore. À l'époque, la fracture était là, mais elle ne s'était pas encore ouverte. Dans la lueur faiblissante des lampadaires devant mon appartement à Somerville, je me suis assise à mon bureau en ces derniers jours de 2021 avec un dossier rempli de travaux documentés, de courriels horodatés et de brevets provisoires déposés à mon nom. J'avais la certitude tranquille d'avoir construit quelque chose de réel, quelque chose de significatif, quelque chose de plus grand qu'aucun d'eux ne le soupçonnait. Je n'avais aucune idée alors à quel point ils essaieraient de s'en emparer. Je n'avais aucune idée de jusqu'où ma sœur irait. Je n'avais aucune idée de la mesure dans laquelle les années à venir seraient façonnées par le fait que ce travail qu'ils n'avaient jamais voulu voir deviendrait la chose même dont il ne pourrait plus se passer. 2023 est arrivé discrètement pour moi. Je l'ai commencé comme la plupart des années, assise à ma petite table de cuisine à Somerville avec une tasse de café noir et un carnet rempli d'objectifs. J'écrivais plus pour la structure que par certitude. Le laboratoire passait à une nouvelle phase de test. Mon emploi du temps était chargé. Ma sœur m'appelait à peine, sauf lorsqu'elle avait besoin de quelque chose de technique. Mon père laissait de courts messages me demandant si je pouvais l'aider à se préparer pour des réunions d'investisseurs. Maman envoyait des rappels pour dire que les dîners de famille avaient toujours lieu le dimanche et que cela signifierait beaucoup si je venais. Je venais rarement.
Début février, ma sœur m'a demandé de la rejoindre pour une réunion dans un bureau du centre-ville de Boston qu'il louait temporairement. Elle a dit que c'était informel et qu'elle avait seulement besoin de quelques éclaircissements rapides sur quelques diapositives de concept. Je l'ai cru. Je la croyais toujours au début. J'ai pris mon ordinateur portable, imprimé quelques diagrammes qui, je le pensais, pourraient aider, et j'ai pris le train du soir vers la ville. Quand je suis entré dans la salle de conférence, l'air semblait trop calme, comme si tout le monde m'attendait. Il y avait 3 hommes en costume que je n'avais jamais vus auparavant, le genre d'hommes qui portaient des montres chères et semblaient diviser leur temps entre les conseils d'administration et les terrains de golf. Ma sœur s'est illuminée en me voyant, mais pas avec la chaleur de quelqu'un qui salue sa famille. C'était le sourire crispé et calculé de quelqu'un qui dévoile la dernière pièce d'un puzzle lors d'une présentation. Elle s'est avancée vers moi, a posé une main légère sur mon bras et a dit « Voici mon assistante technique. Elle m'aide à peaufiner le cadre de développement. » Les mots ont glissé dans l'air comme une lame fine. Assistante technique. Pas une collaboratrice, pas une chercheuse. Une assistante. L'un des hommes m'a fait un signe de tête poli tandis que ma sœur faisait défiler des diapositives qu'elle avait manifestement répétées. Je me tenais derrière sa chaise et je regardais alors qu'elle expliquait les précisions de détection précoce, l'interprétation des formes et les projections diagnostiques que j'avais passé des années à perfectionner dans ce laboratoire exigu de Somerville. Elle parlait avec assurance, même si je savais qu'elle ne comprenait que la surface de ce qu'elle décrivait. Lorsque les questions devenaient complexes, elle levait les yeux vers moi et disait « Elle peut approfondir cela si vous le souhaitez. » Il demandait, je répondais. Elle en tirait le mérite. Quand la réunion s'est terminée, ma sœur a enroulé son manteau autour de ses épaules et a dit « Tu as été génial. » Merci. Je voulais la corriger. Je voulais demander pourquoi elle m'avait présenté de cette façon. Je voulais savoir quand elle avait commencé à dire aux gens que l'algorithme était le sien. Mais maman m'avait toujours appris à attendre d'être à la maison avant d'aborder les sujets inconfortables, et mon papa m'avait toujours appris que corriger quelqu'un devant des invités était impoli. Les vieilles habitudes sont difficiles à briser. Une semaine plus tard, ma sœur a appelé et m'a demandé de la rencontrer avec mon père au bureau du centre-ville de Whitmore Industries. Elle a dit que c'était important. J'ai failli ne pas y aller. Je n'aurais pas dû y aller. Mais je voulais encore croire que ma famille ferait ce qui est juste s'ils comprenaient seulement la quantité de travail que j'avais versé dans ce projet. J'ai donc repris le train, répétant ce que j'allais dire, me disant qu'il s'agissait simplement d'un malentendu. Mon père était déjà assis quand je suis arrivé. Il aimait toujours donner l'impression qu'il attendait depuis longtemps, même s'il était arrivé quelques minutes plus tôt. Ma sœur était assise à côté de lui, les bras croisés et l'expression sérieuse. « Il y a quelque chose dont nous avons besoin de ta part, » a dit ma sœur. Elle a fait glisser une pile de documents sur la table. J'ai reconnu le format immédiatement, un accord de non-divulgation. Épais, dense, écrit par quelqu'un qui avait mémorisé le jargon d'entreprise comme je mémorisais les algorithmes. Elle a dit que c'était standard. Elle a dit que l'entreprise avait besoin de protection. Elle a dit que nous étions une famille et qu'il serait irresponsable d'aller de l'avant sans tout mettre par écrit. Papa a hoché la tête en signe d'approbation. Son silence était une forme de pression à part entière. La pièce semblait se resserrer à chaque seconde qui passait. J'ai pris le document et j'ai parcouru les premières pages. C'était large, trop large. Il y avait des clauses qui impliquaient la propriété de toutes les idées convergentes. Il y avait des lignes qui restreignaient la façon dont je pouvais parler de mon propre travail. Cela ne ressemblait pas à de la protection, cela ressemblait à de la possession. J'ai levé les yeux et demandé pourquoi c'était nécessaire. Ma sœur a poussé un petit soupir, comme si elle était fatiguée d'expliquer. Parce que les investisseurs veulent l'assurance que tu ne vas pas prendre le travail effilé. Tu sais comment ça se passe dans la tech. Les gens deviennent avides. Avides. Le mot a frappé plus fort que prévu. Je ne leur avais jamais rien demandé. J'étais restée silencieuse toute ma vie pour qu'ils aient la paix. Et maintenant, on partait du principe que j'allais les trahir. À ce moment-là, maman est entrée. Elle visitait rarement le bureau, mais elle apparaissait au moment parfait pour exercer une pression douce. Elle a posé une main sur l'épaule de ma sœur et m'a souri tendrement. « Ma chérie » a-t-elle dit. « C'est la routine. Les familles se protègent les unes les autres. C'est comme ça que nous gardons les choses en sécurité. » En sécurité pour qui, me suis-je demandé. Maman s'est approchée et a baissé la voix.
Ta sœur porte beaucoup sur ses épaules. Cela signifierait beaucoup si tu rendais les choses faciles. C'était là la demande sous la demande. Fais-toi petite à nouveau. Ne cause pas de problème. Sois celle qui est paisible. Signe les papiers et laisse tout le monde respirer. J'ai ressenti ce vieux rétrécissement à l'intérieur de ma poitrine, cet effondrement familier. J'entendais la voix qui avait gouverné mon enfance murmurer, signe simplement et préserve la paix. Ce n'est que de la paperasse. Alors, j'ai signé. J'ai signé parce que je faisais confiance aux personnes présentes dans cette pièce. J'ai signé parce que je ne voulais pas être la source d'un conflit. J'ai signé parce que je croyais qu'ils ne l'utiliseraient jamais contre moi. J'avais tort. Un mois plus tard, j'ai été invité à une autre réunion. Cette fois, elle était plus importante, un mélange de chefs de département interne et de partenaires extérieurs. Ma sœur se tenait à l'avant de la salle avec une télécommande à la main. Elle portait un tailleur blanc qui la faisait paraître comme la pièce maîtresse de toute l'opération. J'étais assise au dernier rang, silencieuse comme toujours. Elle a commencé la présentation en décrivant une percée dans la modélisation de la détection précoce ma percée. Elle a montré des diagrammes que j'ai reconnus immédiatement, des mises en page que j'avais créées, des parcours codés par couleurs que j'avais passé de longues nuits à peaufiner. Elle a fait sa présentation avec aisance, avec confiance. Elle leur a dit que le modèle avait été conceptualisé en interne par Whitmore Industries sous sa direction. Pas un seul mot sur le laboratoire. Pas un seul mot sur mon équipe. Pas un seul mot sur moi. J'ai senti mon souffle se raréfier. J'attendais qu'elle mentionne ma participation, elle ne l'a pas fait. J'attendais qu'elle reconnaisse mes contributions, elle ne l'a pas fait. Elle ne s'est arrêtée qu'une seule fois pour ajuster une diapositive, la diapositive même qui contenait la structure en miroir que j'avais découverte à l'hiver 2019. Le voir sous son nom, c'était comme être effacé au ralenti. Les applaudissements à la fin de sa présentation semblaient lointains. Les gens la félicitaient. Quelqu'un a dit, cela pourrait tout changer. Mon père l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il était fier. Maman a essuyé une larme et a dit qu'elle avait toujours su que sa fille était destinée à quelque chose d'extraordinaire. Personne ne m'a regardé. Après cette réunion, je suis sorti du bâtiment et je me suis assise sur un banc près de la rue. Des voitures passaient, des gens parlaient. La ville bougeait autour de moi comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé, quelque chose de silencieux et de dévastateur. Ce fut le moment où aider ma famille a cessé d'être un devoir pour devenir un effacement. Le temps que le bus arrive, j'avais déjà pris une promesse silencieuse envers moi-même. Je documenterai tout. Je sauvegarderai chaque fichier. J'imprimerai chaque courriel. J'horodaterai chaque décision. Je tiendrai un journal détaillé de chaque instance où mon travail apparaissait sous le nom de quelqu'un d'autre. Non pas pour l'utiliser contre eux, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que je savais maintenant, avec une clarté qui me glaçait, que ma famille ne me voyait pas comme une collaboratrice. Ils me voyaient comme un accessoire. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai regardé ma sœur présenter mes idées à d'autres groupes. J'ai regardé mon père rayonner de fierté. J'ai regardé maman l'encourager. J'ai regardé les décideurs hocher la tête d'un air approbateur pendant qu'elle parlait. Et je restais là, me ratatinant dans une pièce qui devenait plus petite chaque fois qu'elle s'attribuait plus de mérite qu'elle n'en méritait. Un après-midi au début de l'été, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un dossier intitulé « Preuves ». À l'intérieur, j'ai stocké mes schémas originaux, mes brouillons, des extraits de code horodatés, des courriels du docteur Martinez, des confirmations de brevets provisoires et des notes détaillées de chaque réunion. C'était la première limite que j'ai jamais fixée, silencieuse, invisible, mais mienne. Ce dossier est devenu mon encre. Chaque fois que ma sœur me présentait comme son assistante, chaque fois que mon père ignorait ma voix, chaque fois que ma mère apaisait la tension en posant une main sur mon bras et en murmurant « Laisse tomber, ma chérie », j'ajoutais un autre fichier au dossier. La fracture qui vivait sous la surface depuis des années continuait de s'étendre, lente et régulière, attendant le jour où elle remonterait enfin à la surface. Je ne savais pas encore que la surface serait le porche de la maison de mon enfance sous les lumières du Nouvel An, avec des policiers s'approchant de mon père et ma sœur m'appelant, désespérés d'obtenir une réponse qu'elle redoutait déjà. Mais le chemin vers cette nuit-là a commencé ici, dans ces actes de gommage silencieux. Le dossier de preuves ne cessait de croître et, à l'arrivée de l'automne, je le portais avec moi comme une seconde colonne vertébrale fine mais incassable. La fête de l'Action de grâce s'est rapprochée de la manière dont les vacances le font toujours quand on les redoute, lentement d'abord,
puis soudainement à votre porte, que vous soyez prêt ou non. Je me suis dit que je n'irais pas cette année-là. Je me suis dit que je ne devais pas ma présence à des gens qui prétendaient ne pas me voir. Mais les vieilles habitudes, surtout celles du genre Whitmore, avaient une façon de me ramener. La fête de l'Action de grâce dans notre famille a toujours été un événement orchestré. Mon père aimait que la table soit dressée avec la même porcelaine que celle utilisée par grand-mère. Maman s'affairait autour des centres de table. Ma sœur flottait de pièce en pièce, saluant les invités comme si l'air qu'ils respiraient lui appartenait. La maison sentait la dinde rôtie et le glaçage aux agrumes. Les rires résonnaient dans les coins où les gens se tenaient debout, des verres en cristal à la main. Tout cela ressemblait à une double page de magazine, parfait, brillant, soigné. Je suis entré en portant un dessert que j'avais cuisiné moi-même, quelque chose de simple, un pain à la citrouille parce que c'était la seule recette que je connaissais par cœur. Ma sœur l'a regardé et a dit « Mignon », avant de retourner à sa conversation. Maman m'a embrassé sur la joue, mais ses yeux parcouraient la pièce comme pour s'assurer que je n'avais pas apporté de tension avec moi. Papa m'a demandé comment avançait le projet, mais il l'a fait sur ce ton qui suggérait qu'il avait déjà besoin que la conversation s'arrête. J'ai dit qu'il progressait. Il a hoché la tête une fois, puis s'est éloigné avant que je ne puisse en dire plus. Les gens arrivaient par vagues. Ma sœur s'était positionnée près de la cheminée où l'éclairage était flatteur et où le photographe que maman engageait chaque année pouvait la saisir sous le bon angle. Au moment des présentations, papa s'est tenu à ses côtés et a dit « Voici notre fierté et notre joie, qui dirige notre prochain chapitre chez Whitmore Industries. Elle est extraordinaire. » La salle a applaudi poliment. Elle a rougi modestement, même si elle savait que ce moment allait arriver. Quand vint mon tour, maman a posé une main douce sur mon dos et m'a poussé en avant en disant « Voici Elisa. » Elle cherche encore sa voix. Elle l'a dit gentiment, comme si la douceur rendait les mots moins rabaissants. Cherche encore sa voix. J'avais 31 ans. J'avais un brevet. J'avais un modèle fonctionnel en cours d'évaluation par des comités de recherche. Mais dans cette pièce, rien de tout cela n'existait. Ma sœur a ajouté, elle est brillante avec les ordinateurs. Elle m'aide parfois. Les invités m'ont souri avec ce genre d'indifférence polie que les gens accordent à quelqu'un qu'ils supposent sans importance pour l'histoire principale. Je me suis senti rétrécir à nouveau, comme je le faisais toujours dans cette maison. Non pas parce que quelqu'un m'y forçait, mais simplement parce que c'était le rôle qui m'avait été assigné bien avant que je ne comprenne que je pouvais le refuser. Les conversations du dîner tourbillonnaient autour de moi, des contrats discutés, des vacances prévues, des réussites louées. Quand les gens demandaient à ma sœur comment s'était passée son année, elle rayonnait et leur racontait des choses qu'elle avait faites, des choses qu'elle n'avait pas faites, et des choses que j'avais faites mais qu'elle s'était appropriées. Quand on lui demandait comment elle en avait appris autant sur l'algorithme qu'elle avait présenté aux investisseurs, elle répondait « J'apprends les choses naturellement. C'est comme un don. Personne ne m'a rien demandé, pas même maman. » Chaque fois que j'essayais d'entrer dans une conversation, quelqu'un parlait plus fort que moi ou déviait le sujet de manière à m'écarter. Je me sentais invisible dans une pièce pleine de gens qui prétendaient me connaître. Vers la fin du dîner, alors que les assiettes de dessert étaient débarrassées, maman s'est penchée vers moi et a chuchoté « Ma chérie, essaie de ne pas être si intense ce soir. Tu mets les gens mal à l'aise quand tu te concentres trop sur ton travail. Détends-toi. Laisse les choses couler. » J'ai fixé les bougies vacillantes sur la table. La cire fondue qui coulait sur les côtés semblait plus stable que moi. Je me suis excusé et suis sorti par la porte arrière dans le froid. Le jardin était calme, à l'exception du bruissement des feuilles dans le vent. Je me tenais là, mon souffle s'élevant en petits nuages blancs, et je ressentais cette douleur familière qui vient du fait d'être effacé à la vue de tous. À l'intérieur, les rires s'échappaient du salon. La voix de ma sœur flottait au-dessus des autres. Le doux murmure d'approbation de maman enveloppait ses paroles. Mon père trinquait avec quelqu'un. La chaleur qu'il partageait ne semblait jamais m'atteindre. J'ai marché jusqu'à ma voiture et je me suis assise, les mains serrées sur le volant. Quelque chose en moi a fini par se briser, pas bruyamment, pas de façon dramatique, mais proprement. Une petite rupture silencieuse qui me disait que je ne pouvais plus vivre dans l'ombre d'une famille qui avait besoin que je sois inférieur pour qu'il puisse briller davantage. Je suis parti avant même que le dessert ne soit servi. 2 jours plus tard, après avoir rejoué chaque moment de cette nuit dans ma tête, j'ai appelé un numéro qu'un collègue du laboratoire m'avait donné des mois plus tôt, un avocat nommé Daniel Price, spécialiste des droits de propriété intellectuelle. J'ai hésité avant de composer le numéro.
Je n'avais jamais parlé à un avocat de quoi que ce soit de ma vie. Le faire ressemblait à une trahison, même si c'était moi qui avais été trahi. Daniel m'a reçu dans son bureau à Cambridge. C'était un espace modeste avec des étagères empilées jusqu'au plafond et une fenêtre qui donnait sur une ruelle étroite. Il m'a accueilli avec un sourire calme et m'a demandé ce qui m'amenait. Je lui ai tout raconté, pas de manière ordonnée ou répétée. Les mots sont sortis emmêlés, émotionnels, lourds. Je lui ai parlé des réunions, des présentations, de l'accord de non-divulgation, NDA, que ma famille m'avait forcé à signer, et de la façon dont ma sœur s'était présentée dans des salles de réunion en tenant mon travail comme si c'était le sien. Il a écouté attentivement. Il n'a pas interrompu. Il a pris des notes. Quand j'ai eu fini, je me sentais vidé, comme si j'avais déversé des années de silence en une heure. Il m'a demandé si j'avais toujours les documents du brevet. J'ai hoché la tête. Il m'a demandé si j'avais des enregistrements, des brouillons, des horodatages et des courriels. J'ai hoché la tête à nouveau. Il s'est adossé à sa chaise et a dit quelque chose qui a desserré ma poitrine pour la première fois depuis des mois. Votre NDA ne l'emporte pas sur votre propriété de votre propriété intellectuelle. Il protège les discussions d'entreprise, pas le travail que vous avez créé de manière indépendante. Ils ne peuvent pas prendre ce qui vous appartient à moins que vous ne le leur donniez volontairement. J'ai cligné des yeux, essayant d'absorber le sens de ces mots. Daniel a continué, les familles confondent souvent accès et propriété. Ce que vous avez partagé verbalement n'efface pas votre paternité. Les dépôts de brevets sont concrets. Vos horodatages sont concrets. Le travail vous appartient légalement. C'était la première fois que quelqu'un en dehors de mon cercle de recherche reconnaissait mon travail comme quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être protégé, pas quelque chose à atténuer, à minimiser ou à remettre pour l'avancement de quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé ce que je devais faire ensuite. Il a dit, pour l'instant, rien de radical. Gardez des traces. Gardez tout organisé. Ne signez rien d'autre sous pression. Et surtout, comprenez votre influence. Votre travail a de la valeur, que votre famille le reconnaisse ou non. Ces paroles sont restées en moi longtemps après avoir quitté son bureau. Le soleil commençait à se coucher, jetant de longues ombres sur le trottoir. Les gens passaient en portant des sacs de course et des enfants emmitouflés, leur vie se déroulant sans le poids que je portais. Pourtant, j'ai senti quelque chose changer en moi, une petite mais indéniable étincelle de volonté. Je suis rentré à Somerville avec la fenêtre entr'ouverte malgré le froid. J'avais besoin d'air. J'avais besoin qu'on me rappelle que le monde extérieur à ma famille était plus grand que les pièces dans lesquelles j'avais passé des années à essayer d'appartenir. Ce soir-là, j'ai ouvert le dossier « Preuves » sur mon ordinateur portable, ajouté mes notes de la réunion avec Daniel et réorganisé chaque document par date. Cet acte m'a ancré, presque comme si je me réappropriais des parties de moi-même que j'avais cédées morceau par morceau. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de croire que l'avenir ne devait pas ressembler au passé que je n'avais plus à rétrécir. Cette vérité, une fois prononcée, avait une façon de remodeler tout ce qui l'entourait. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis rassise, laissant le calme remplir mon petit appartement. La fête de l'Action de grâce m'avait laissé une douleur, mais elle m'avait aussi apporté de la clarté. Je ne pouvais plus continuer à vivre comme la fille anonyme dans ma propre famille. Le chemin devant moi était encore sombre, incertain, plein de choses que je ne pouvais pas encore voir. Mais je savais une chose, j'en avais fini de m'effacer pour que d'autres puissent prendre les devants. Et la prochaine étape de ce voyage m'attendait déjà, juste au-delà de la lisière de cette froide nuit de novembre. Papa avait à peine fini de parler sur ce ton sec et déçu qui était le sien que la ligne s'est tue. Je suis resté là à fixer mon téléphone, sentant cette lourdeur familière remonter à nouveau dans ma poitrine. Mais elle ne m'a pas écrasé comme avant. Pas cette fois. Quelque chose en moi avait déjà changé. J'avais entendu trop de versions de cette même phrase dans ma vie, tu pourras revenir quand tu te seras excusé. Quand tu te comporteras bien. Quand tu arrêteras de rendre les choses difficiles. Quand tu arrêteras d'être toi. J'ai posé le téléphone face contre terre sur mon bureau et j'ai expiré lentement. J'en avais fini de m'excuser d'exister. Le soleil d'été inondait les fenêtres de mon appartement à Somerville, chaud et brillant. Mais il semblait étrangement déconnecté de tout ce qui se trouvait en moi. J'avais à peine dormi la nuit précédente, non pas par peur, mais parce que la clarté a une façon de réveiller une personne. En milieu d'après-midi,
ma sœur a appelé et a demandé si je pouvais passer à son bureau chez Whitmore Industries à Greenwich. Elle a dit qu'il y avait quelque chose d'urgent dont nous devions discuter. Je connaissais le ton. Je connaissais l'urgence. Je savais aussi que cela n'aurait rien à voir avec moi et tout à voir avec ce qu'elle attendait de moi. J'ai repris la route vers le Connecticut le lendemain matin. Les routes étaient encombrées de voyageurs du week-end, mais je remarquais à peine le trafic. Mon esprit rejouait la voix de Daniel, me disant de tenir bon, de tout documenter et d'arrêter de donner mon travail parce que ma famille le présentait comme une responsabilité. Je me souvenais de la façon dont maman s'était penchée pendant la fête de l'Action de grâce, me disant de ne pas mettre les gens mal à l'aise, la façon dont papa me présentait aux invités comme quelqu'un qui cherchait encore sa voie, la façon dont ma sœur disait « mignon » quand elle regardait quelque chose que j'avais fait. Tout cela nourrissait la décision que j'avais prise bien avant même de franchir les portes de cet immeuble de bureau. Whitmore Industries était perché sur une colline surplombant le port. Panneaux de verre, pierres blanches, allées soignées, tout était conçu pour impressionner les gens soucieux d'appartenir au bon monde. Je suis entré et j'ai suivi les couloirs jusqu'à la suite exécutive. L'assistante de ma sœur m'a accueilli avec un sourire trop éclatant et m'a conduite dans une salle de conférence. Ma sœur était déjà assise en bout de table, feuilletant un classeur rempli de graphiques. Elle a levé les yeux et m'a adressé un sourire crispé. « Tu es venu. » Son ton donnait l'impression qu'elle était surprise que je réponde encore quand j'étais convoqué. J'ai tiré une chaise et je me suis assise en face d'elle. « De quoi s'agit-il » Elle a fermé le classeur et a croisé les mains. « Elisa, l'entreprise fait face à une crise. Les investisseurs se retirent. Les contrats ralentissent. Ce château de cartes peut s'effondrer à tout moment. Nous avons besoin de l'algorithme. Ton algorithme. » Le ton qu'elle utilisait suggérait qu'elle croyait encore que la séparation entre mon travail et l'entreprise était négociable. Elle s'est penchée en avant. « Tu dois nous remettre tout ce que tu as. Chaque fichier, chaque mise à jour, tout. Pas de préambule, pas de courtoisie, pas de reconnaissance des années que j'avais passées à construire quelque chose à partir de rien. » C'était une exigence formulée comme si elle me demandait de passer le sel au dîner. Je suis restée silencieuse. Elle a pris cela comme une invitation à continuer. « Elisa, cela sauvera l'entreprise. Pense à ce qui est en jeu, les employés, les partenaires, notre réputation. Si tu tiens tant soit peu à la famille, alors tu dois le faire. » Ma poitrine s'est serrée. La corde de la culpabilité qu'elle aimait agiter au-dessus de moi avait toujours été tirée avec précision. Je ne me sentais plus obligé d'en saisir l'autre bout. J'ai dit, j'ai déjà partagé plus que je n'aurais dû. L'algorithme m'appartient. Le brevet est à mon nom. Les améliorations sont les miennes. J'ai de la documentation pour chaque révision. Elle a cligné des yeux, confuse. Je ne demande pas la propriété. Je demande l'accès. Mais ce n'était pas la vérité, et nous le savions toutes les deux. Elle voulait le contrôle, pas l'accès. Elle voulait l'algorithme entre ses mains pour pouvoir le présenter à nouveau comme quelque chose qu'elle avait elle-même fait naître. Avant que je ne puisse en dire plus, la porte de la conférence s'est ouverte et maman est entrée. Elle a refermé la porte derrière elle doucement, comme pour adoucir son arrivée. Elle a marché jusqu'à la table et a posé une main sur l'épaule de ma sœur. « Elisa, » a dit maman, « ta sœur est soumise à beaucoup de pression. Tu sais à quel point ton père a travaillé dur pour bâtir cette entreprise. Nous ne pouvons pas la laisser échouer. Les familles ne se tournent pas le dos. Les familles ne se laissent pas tomber. » Elle a fait une pause pour que je puisse combler le silence par de la culpabilité. « Elisa, ne transforme pas cela en affaire juridique. Ne rends pas cela laid. Aide-nous, tout simplement. Aide ta sœur. Aide ton père. Les familles ne s'emmènent pas au tribunal. » Elle a dit ces mots avec une douceur qui blessait plus profondément que n'importe quel cri. C'était le même ton qu'elle avait utilisé pendant toute mon enfance chaque fois qu'elle voulait que je me plie sans bruit. J'ai glissé la main dans mon sac et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone. Le Massachusetts permettait à une partie d'enregistrer ses propres conversations, j'avais appris cela le soir où Daniel m'avait dit de me protéger. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table et j'ai laissé ma sœur continuer à parler. « Tu as signé un NDA », m'a-t-elle rappelé, comme si l'accord était une laisse qu'elle pouvait serrer à sa guise. « Cela signifie que ce que tu as construit appartient à l'entreprise. » Ma voix était stable. « Le NDA que j'ai signé protège les discussions au sein de votre entreprise.
Il ne l'emporte pas sur la loi fédérale sur la propriété intellectuelle. Le brevet est antérieur à votre implication de plus d'une année entière. J'ai des horodatage pour chaque étape de développement. Vous ne pouvez pas prendre ce qui ne vous appartient pas, le visage de ma sœur a rougi. Il ne s'agit pas de reconnaissance, Elisa. Il s'agit de survie. J'ai dit, non. Un seul mot doux, clair, définitif. Maman s'est approchée. Elisa, écoute-moi. Ne détruis pas la famille. Nous t'avons élevé. Nous t'avons soutenu. Tu nous dois quelque chose. Je l'ai regardé et j'ai réalisé quelque chose qui ressemblait à une porte se fermant avec un léger clic. Ils n'ont jamais voulu que je réussisse. Ils voulaient que je serve. Ils voulaient que je reste petite pour qu'ils puissent rester élevés. Je me suis levé et j'ai ramassé mon sac. Je garde mon travail. C'est définitif. Ma sœur a frappé la table du plat de la main juste au moment où j'atteignais la porte. Tu ne peux pas faire ça. Les investisseurs ont déjà vu le modèle préliminaire. Ils attendent des mises à jour. Ils pensent que c'est moi qui ai construit la fondation. Si tu pars, tout s'effondre. J'ai dit calmement, peut-être que c'est ce qui devrait arriver. Puis je suis sorti. Pas rapidement, pas avec défi, juste avec ce genre de calme qui vient quand la vérité finit par cesser de demander la permission d'exister. Les portes vitrées du bâtiment se sont refermées derrière moi avec un bruit sourd. Je suis sorti dans l'air chaud de l'été et j'ai inspiré profondément. Un instant, je suis resté sur le trottoir, ne ressentant rien d'autre que le bourdonnement du trafic lointain et l'odeur ténue de l'eau de mer dérivant vers l'intérieur des terres. Le trajet en voiture pour retourner au Massachusetts a été calme. Je n'ai pas mis de musique. Je n'ai appelé personne. J'ai laissé mon esprit trier la conversation morceau par morceau, et chaque morceau atterrissait exactement là où il devait être. J'en avais fini de les laisser utiliser mon silence comme un consentement. Ce soir-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Le nom de papa s'est affiché sur l'écran. Je l'ai fixé un instant avant de répondre. Sa voix était plus ferme que d'habitude. Ta sœur m'a appelé. Elle a dit que tu avais fait une scène. Elle a dit que tu avais refusé d'aider. Elle a dit que tu étais parti comme une enfant. J'ai dit, je n'ai pas fait de scène. J'ai dit la vérité. Il a soupiré bruyamment, le genre de soupir qui portait des décennies de déception qu'il n'hésitait jamais à diriger vers moi. Elisa, tu dois des excuses à ta mère et à ta sœur. Ce n'est pas ainsi qu'un membre de cette famille se comporte. Si tu veux revenir dans cette famille, alors tu dois corriger ce que tu as fait aujourd'hui. Appelle ta sœur. Appelle ta mère. Répare ça. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Il attendait. Je pense qu'il s'attendait à ce que je me plie comme je l'avais toujours fait. Il s'attendait à l'ancienne version de moi, celle qui s'excusait simplement parce que l'alternative était de perdre le lien. Mais la version de moi debout dans mon appartement ce soir-là n'avait plus rien à offrir qu'une obéissance aveugle. Papa, ai-je dit calmement, j'ai dit la vérité. Je ne m'en excuse pas. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Il est resté silencieux. Je pouvais presque l'imaginer serrant le téléphone, essayant de comprendre une fille qui ne suivait plus le scénario qu'il croyait être ma responsabilité. Après quelques secondes, il a dit, si tu continues sur cette voie, tu perdras ta famille. Tu comprends cela? J'ai regardé autour de mon petit appartement, mes livres empilés proprement, mes notes de recherche épinglées au mur, le calme d'une vie que j'avais construite sans leurs applaudissements. J'ai compris quelque chose très clairement. J'ai dit, c'est déjà fait. Puis j'ai raccroché. L'appartement semblait immobile après l'appel, une immobilité qui n'était pas solitaire, une immobilité qui ressemblait à la première respiration après être resté trop longtemps sous l'eau. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai ouvert le dossier, preuve, et j'ai ajouté l'enregistrement de tout à l'heure. J'ai écrit la date. J'ai écrit ce qui avait été dit. J'ai tout sauvegardé. La documentation n'effaçait pas la douleur, mais elle me donnait une structure, quelque chose de solide sur quoi m'appuyer. À l'extérieur de ma fenêtre, la lumière de l'été s'était estompée. Les lampadaires se sont allumés un par un, jetant une lueur chaleureuse le long des trottoirs. Les gens passaient en riant, tenant des cafés glacés, traversant leur soirée avec une légèreté qui semblait à des kilomètres de la gravité émotionnelle de ma propre vie. Mais je me sentais stable. Pour la première fois depuis des années, je me sentais stable. L'ultimatum avait été donné.
La réponse avait été prononcée. Il n'y avait pas de retour possible vers la version de moi qu'il contrôlait autrefois. Et je savais que la prochaine tempête arrivait. Je pouvais la sentir dans l'air avant même qu'elle n'arrive. Elle s'est d'abord manifestée par le silence, pas le genre de silence paisible, mais celui qui a un poids. Le genre qui s'installe sur votre vie comme une fine couche de givre. Début décembre 2024, j'ai remarqué quelque chose de subtil, presque facile à ignorer. Je n'avais pas été incluse dans le texte de groupe concernant le dîner annuel du réveillon de Noël des Whitmore. Ma sœur a publié des photos de guirlandes suspendues autour de la maison de Greenwich. Maman a partagé une photo de la salle à manger, de longues bougies blanches alignées au centre de la table. Mon père a posté une courte vidéo de l'illumination du sapin. Aucun d'eux ne m'a contacté directement. Pas d'invitation, pas de mention que j'étais attendu, pas de rappel du code vestimentaire sur lequel maman insistait chaque année. C'était comme s'ils m'avaient effacé pas bruyamment, mais par omission. Et d'une certaine manière, cela faisait plus mal que s'ils avaient dit carrément qu'ils ne voulaient pas de moi là-bas. Le 15 décembre, j'ai reçu une carte de vœux d'une cousine éloignée. À l'intérieur, il était écrit « J'espère te voir à la maison le soir du réveillon ». Mais quand j'ai répondu pour demander à quelle heure tout le monde arrivait, elle a répondu quelques heures plus tard en disant qu'elle avait supposé que j'étais invité. Elle m'a dit de voir avec ma sœur. Je savais que je ne le ferais pas. Je comprenais déjà la réponse. J'ai lu le bulletin d'information 3 fois avant de fermer le document et de laisser échapper un long soupir. Ce n'était pas un malentendu. C'était délibéré, une invitation qui n'existait pas, une suppression qui se voulait propre et civilisée. Pourtant, quelque chose en moi s'était fortifié au cours des derniers mois. Le silence ne m'a pas brisé comme il l'aurait fait autrefois. Au contraire, il a clarifié la vérité. Certaines portes se ferment, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que les autres ne peuvent pas supporter ce que votre existence révèle à leur sujet. 3 jours plus tard, un message entièrement différent est arrivé dans ma boîte de réception. Il provenait d'une journaliste nommée Megan Caldwell, travaillant pour un magazine d'affaires international. Elle disait avoir entendu des rumeurs sur mon travail, sur les recherches que j'avais menées à l'Institut Carvey, et sur une nouvelle technologie médicale en voie d'approbation. Elle disait qu'on parlait d'une introduction en bourse, IPO, à l'horizon, et elle souhaitait s'entretenir avec moi pour un reportage prévu pour le 1er janvier. Mon cœur s'est emballé en lisant son courriel encore et encore. Mon travail. Pas celui de ma sœur, ni celui de l'entreprise de ma famille, le mien. J'ai attendu 1 heure avant de répondre, non pas parce que j'hésitais, mais parce que je voulais lire ma réponse avec des mains stables. Quand j'ai enfin répondu, j'ai demandé de quelles informations elle avait besoin. Elle a dit qu'elle voulait vérifier le calendrier, confirmer les registres de brevets et obtenir une déclaration pour l'article. Je lui ai envoyé l'enregistrement du brevet de 2021, j'ai rédigé des explications pour chaque étape du développement et j'ai transmis toute la documentation de mes contributions. J'ai également envoyé l'enregistrement de la réunion de juin où ma sœur et ma mère m'avaient poussé à tout leur remettre. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Megan. Sa voix était calme, mais je pouvais entendre l'intérêt sous-jacent. Elle a dit que les preuves étaient claires, le calendrier impeccable, l'originalité indéniable. Elle m'a demandé si je me sentais à l'aise d'être publiquement créditée comme la créatrice et la développeuse principale de l'algorithme. Je me suis assise sur le bord de mon lit, fixant le mur comme si la bonne réponse pouvait y être écrite. J'ai dit « oui ». Elle m'a dit que le reportage devait être publié exactement à minuit le jour du Nouvel An. Ce timing était intentionnel. Elle a précisé que les investisseurs seraient à l'affût des annonces dès que l'année changerait. Les entreprises publiaient souvent des nouvelles majeures le 1er janvier à minuit pile, cela créait une dynamique pour le trimestre à venir. Si j'étais d'accord, elle voulait que mon portrait en fasse partie. Quand nous avons raccroché, j'ai senti quelque chose changer en moi, un alignement lent et régulier, comme des pièces s'emboîtant après des années passées à être forcées dans le mauvais modèle. L'étape suivante était la confirmation juridique. J'ai tout transmis à Daniel, y compris le fil de discussion avec la journaliste. Il a répondu en moins de 30 minutes, me demandant de passer à son bureau le lendemain matin. Son bureau était calme quand je suis arrivé. Il m'a fait signe de m'asseoir et a ouvert un dossier contenant des copies imprimées de chaque document que je lui avais envoyé. Il n'a rien dit au début. Il a simplement examiné chaque page, tapotant le coin des feuilles avec son doigt pendant sa lecture. Quand il a enfin pris la parole, sa voix était ferme. « Elisa, a-t-il dit, vous avez tout à fait le droit légal de publier.
Le NDA que votre famille vous a imposé ne s'applique pas à ce travail. Le travail lui est antérieur. Le brevet lui est antérieur. Le développement est bien documenté. Vous pouvez parler librement. Vous pouvez publier librement, et aucun tribunal du pays ne pourrait vous en empêcher. J'ai dégluti difficilement. Même si je le savais intellectuellement, l'entendre de sa bouche donnait l'impression que quelqu'un déverrouillait une porte à l'intérieur de ma poitrine. Il a dit que ma sœur paniquerait probablement une fois l'article publié. Il pourrait y avoir des accusations, des tentatives de manipuler le récit. Mais il m'a rassuré sur le fait que la vérité possède une force dépassant ce que la peur peut manipuler. Il a ajouté que le droit de la propriété intellectuelle existe précisément pour des situations comme celle-ci, où quelqu'un tente de revendiquer ce qu'il n'a pas créé. Avant de quitter son bureau, je lui ai posé une dernière question: si l'article est mis en ligne à minuit, que se passe-t-il ensuite? Il a simplement répondu: le monde s'adapte à la vérité. Mon dernier appel a été pour ma mentor à l'Institut Carver, la Dr Hélène Ross. C'était elle qui m'avait encouragé quand je doutais de mon travail, elle qui m'avait poussé à déposer le brevet tôt, et elle qui m'avait rappelé que le génie est souvent invisible dans les mauvaises pièces mais indéniable dans les bonnes. Quand elle a répondu, j'ai senti ma gorge se serrer. Je lui ai tout raconté, pas seulement la partie technique, mais la partie personnelle, la famille, l'effacement, l'épuisement, la loyauté douloureuse que j'avais portée trop longtemps. Elle a écouté silencieusement. Quand j'ai eu fini, elle a dit qu'elle me soutiendrait. Elle témoignerait de l'authenticité du travail. Elle vérifierait chaque détail si on le lui demandait. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a piqué les yeux. Il est temps que les gens sachent la vérité, Elisa. Tu as passé ta vie à construire quelque chose de réel. Ne laisse pas ceux qui refusent de le voir contrôler l'histoire. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le calme de mon appartement, laissant ces paroles s'installer. C'était la première fois que quelqu'un me parlait comme si mon travail méritait protection plutôt que sacrifice. Dans les jours précédant Noël, je suis resté occupé à finaliser les fichiers pour Megan, à vérifier les calendriers et à envoyer la documentation supplémentaire qu'elle demandait. Plus nous travaillions, plus le reportage devenait clair. Elle m'a envoyé un brouillon le 23 décembre. Mes mains tremblaient pendant que je le parcourais. Mon nom était imprimé en haut. Mes contributions étaient détaillées. Le processus de développement était expliqué. Le calendrier était exposé avec précision. Et partout, la vérité de ce qui s'était passé était ancrée, ce que j'avais créé, ce qui m'avait été pris et ce que je refusais d'abandonner. Le soir du réveillon de Noël est arrivé sans un mot de ma famille, pas même un SMS collectif. Ma sœur a publié une photo d'elle dans une robe rouge à côté de l'escalier décoré. Mon père a posté une photo de la pyramide de Champagne. Maman a posté une vidéo des invités qui arrivaient. J'ai regardé chacune d'elles sans avoir l'impression de manquer quelque chose. Il y a une différence entre être exclu et être libéré. Le 29 décembre, Megan m'a envoyé la version finale de l'article. Elle a dit que tout était prêt. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de ma confirmation finale pour programmer la publication à minuit pile le premier jour de la nouvelle année. J'ai longuement réfléchi à ce moment, à ce qui se passerait quand l'horloge sonnerait minuit, à ce que signifiait parler publiquement après avoir passé une vie entière à s'entendre dire de se taire. J'ai pensé à ma sœur présentant mon travail sans ciller. J'ai pensé à papa exigeant que je m'excuse si je voulais être à nouveau un membre de la famille. J'ai pensé à maman regardant ses mains au lieu de me défendre. Et puis j'ai cliqué sur « Oui ». La nuit du 31 décembre, je me suis assise seule dans mon appartement, les lumières tamisées, la ville à l'extérieur bouillonnante d'anticipation. Minuit approchait lentement, comme une marée rassemblant son élan. Mon cœur battait régulièrement, pas vite, pas effrayé, juste régulier. Pour la première fois, j'avais l'impression que le monde s'alignait sur quelque chose que j'avais toujours su au fond de moi. J'en avais fini de me cacher. J'en avais fini d'être effacé. J'ai regardé l'horloge décompter la dernière minute. J'ai senti le poids de tout ce qui était derrière moi et la forme de tout ce qui m'attendait. L'air semblait différent, dense de possibilités, et alors que les secondes s'écoulaient vers le moment où l'année allait changer, j'ai inspiré et je me suis permis une pensée silencieuse, la vérité arrive. Je me suis murmuré cela alors que les dernières secondes de l'année s'écoulaient dans mon calme appartement de Somerville. Par la fenêtre, le ciel brillait de feux d'artifice épars crépitant au loin, leur couleur éclatant contre l'air sombre de l'hiver. À l'intérieur de la pièce, le seul son était le faible ronronnement de mon radiateur et ma propre respiration régulière.
Minuit est arrivé, non pas avec fanfare, mais avec une sorte de dignité solennelle qui m'a serré la poitrine. Mon téléphone a vibré à minuit pile. C'était une alerte du système de publication du magazine confirmant que le reportage était en ligne. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Mon nom, mon travail, mon histoire, tout cela était dans le monde, n'étant plus piégé à l'intérieur d'une maison qui refusait de me reconnaître. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de deuil, comme si quelque chose avait été libéré et quelque chose d'autre perdu à jamais. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et je me suis versé un verre d'eau, mes mains tremblant juste assez pour que je doive caler le bord du verre contre l'évier pour le stabiliser. À 12h01, le téléphone a sonné à nouveau. L'écran s'est éclairé avec le nom de ma sœur. Je me suis figé. Pendant un instant, j'ai envisagé de ne pas répondre, mais j'ai décroché. Sa voix tremblait. « Elisa, qu'as-tu fait ? Papa ne peut plus respirer. » Maman hurle. Les gens sont encore là. Tout le monde l'a vu. Que as-tu fait ? J'ai fermé les yeux et je me suis appuyé contre le comptoir. J'ai dit la vérité. Elle a commencé à parler vite, trop vite, trébuchant sur ses mots. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas publier des choses privées. Les investisseurs appellent. Les gens demandent pourquoi l'entreprise a dit que c'était notre travail. Des dit qu'il appelle la police. Il dit que tu t'es introduite illégalement sur la propriété plus tôt aujourd'hui. Il est furieux. Il veut ta peau. J'ai dit calmement, je ne me suis jamais introduite illégalement. Tu le sais. Elle a continué comme si elle ne m'avait pas entendu. Il est hors de contrôle. Il a dit que tu l'avais humilié. Il a dit que tu avais embarrassé la famille lors de la plus grande soirée de l'année. Il appelle vraiment la police, Elisa. Ils sont en route. Sa panique a traversé la ligne, mais elle ne m'a pas atteinte. Quelque chose en moi s'était déjà ancré. J'ai mis fin à l'appel sans discuter. J'ai posé le téléphone face contre terre à nouveau et je me suis dirigé vers le placard de l'entrée où mon manteau était suspendu. Ma respiration s'est stabilisée alors que je glissais mes bras dans les manches. S'il voulait impliquer la police, alors la police pourrait entendre la vérité. J'ai pris le dossier de preuves dans le tiroir de mon bureau et je l'ai glissé dans mon sac. Avant de quitter l'appartement, j'ai envoyé un court message à Daniel, a appelé la police. Accusation de violation de propriété. Je suis à la maison maintenant. Quelques secondes plus tard, il a répondu, je suis en route. Ne parle à personne avant mon arrivée. Les routes étaient presque désertes alors que je roulais dans la nuit d'hiver. Les lumières de fête de la ville scintillaient le long de l'autoroute. Mes pneus bourdonnaient contre la chaussée, constants et doux. À chaque kilomètre parcouru, mes mains desserraient leur prise sur le volant. Au moment où j'ai atteint Greenwich, la tension dans ma poitrine s'était transformée en un calme froid et concentré. Quand je me suis garé devant la maison, l'allée était encore bordée de voitures. La lumière des fenêtres se déversait sur la pelouse avant, illuminant des plaques de neige. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur, fortes et frénétiques. J'ai pris une lente inspiration et j'ai marché vers la porte. Avant que je ne l'atteigne, 2 patrouilles de police se sont garées dans l'allée derrière moi. Leurs phares ont balayé la maison, projetant des ombres nettes. Des officiers sont sortis, ajustant leur veste contre le froid. Une autre voiture s'est garée juste après eux. Daniel est sorti, vêtu d'un manteau d'hiver sombre avec une mallette à la main. Son expression était stable et illisible. Il s'est dirigé vers moi. « Es-tu prête ?» J'ai fait signe que oui. Nous nous sommes approchés de la porte d'entrée ensemble. Avant que nous puissions frapper, elle s'est ouverte brusquement. Il se tenait sur le seuil, le visage rouge, le col de sa chemise défait. Derrière lui, je pouvais voir des invités entassés dans le foyer, certains tenant encore des coupes de champagne, d'autres chuchotant précipitamment. Cela semblait chaotique, presque théâtral, comme une scène de pièce de théâtre où les acteurs auraient perdu le contrôle du scénario. Il a pointé un doigt vers moi. « Officier, c'est elle. Elle s'est introduite illégalement sur ma propriété plus tôt aujourd'hui. Elle a causé des problèmes. Je veux qu'elle soit expulsée immédiatement. » L'un des officiers s'est avancé. « Monsieur, nous allons parler à toutes les personnes impliquées. Veuillez reculer. » Mais il ne voulait pas. Il a dit, « Je suis le propriétaire de cette propriété. J'ai tout à fait le droit de la faire arrêter. Elle n'a pas l'autorisation d'être ici. »
Elle a violé des limites personnelles et privées et elle interfère avec les affaires familiales. Daniel a parlé calmement. Officier, Monsieur Whitmore se trompe juridiquement et factuellement. Ma cliente n'a commis aucune violation, mais plus important encore, Monsieur Whitmore ne possède pas de droit de propriété sur ce domaine. Il n'a aucune qualité pour porter plainte pour violation de propriété. Mon père l'a dévisagé avec confusion avant de devenir encore plus rouge. De quoi parlez-vous? C'est ma maison. J'ai vécu ici pendant 30 ans. Vous n'allez pas entrer ici et me dire que je n'ai aucun droit sur ma propre maison. Daniel a ouvert sa mallette et en a sorti une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des registres de propriété imprimés, des titres de propriété et une déclaration notariée. Il les a remis à l'officier. Officier, cette maison est sous la propriété légale de la mère de Madame Whitmore depuis 2016. La grand-maman de ma cliente l'a achetée intégralement et en a conservé la propriété exclusive. Monsieur Whitmore ne figure nulle part sur l'acte ou les registres d'hypothèque. Il ne peut expulser personne et il ne peut pas porter d'accusation de violation de propriété. Il n'a aucune autorité légale sur les lieux malgré le fait qu'il y réside. L'officier a feuilleté les documents lentement. Son visage s'est crispé. Il a regardé vers les invités qui commençaient à murmurer. Sa voix est devenue tremblante. C'est impossible. Cette maison était à moi. Je l'ai payée. La voix de Daniel est restée égale. Les registres indiquent le contraire. Votre belle-mère l'a achetée avec les fonds d'une fiducie. Vous avez vécu ici avec sa permission, mais cette permission n'est pas liée à la propriété. Vous ne pouvez pas appeler la police pour quelqu'un qui a un statut égal ou supérieur au vôtre. En fait, puisque ma cliente a été invitée ici précédemment, vous ne pouvez pas lui interdire l'entrée sans l'autorisation du véritable propriétaire. Les invités se sont rapprochés. Ma sœur est apparue derrière lui, pâle et les yeux écarquillés. Maman se tenait à quelques pas, serrant fermement une serviette, les épaules tremblantes. Personne ne parlait. Le silence s'est installé lourdement dans le foyer. Mon père a bafouillé, essayant de reprendre le contrôle. C'est ma maison. C'est moi qui commande ici et elle ne peut pas entrer chez moi et m'humilier. Daniel a dit respectueusement, Monsieur, ce n'est pas votre maison et toute humiliation qui se produit est le résultat de votre propre méconnaissance de la loi. Mon père a eu l'air d'avoir reçu une gifle. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée, puis rouverte sans aucun son. L'officier a rendu les papiers. Monsieur Whitmore, vous ne pouvez pas déposer de plainte pour violation de propriété sur un bien dont vous n'êtes pas légalement propriétaire. Nous ne pouvons pas donner suite à votre demande. Mon père a reculé, sa respiration saccadée, sa cravate de travers, ses joues tachées. Je ne l'avais jamais vu paraître aussi petit sur son propre seuil. L'un des officiers s'est tourné vers Daniel. Vous avez mentionné une deuxième affaire concernant votre présence. Daniel a acquiescé et a sorti une deuxième enveloppe de sa mallette. Oui, officier. En plus de répondre à l'accusation infondée, nous sommes ici pour signifier une action civile concernant le vol de propriété intellectuelle. Ma cliente dépose une plainte contre mademoiselle Caroline Whitmore pour détournement de recherches exclusives, y compris des tentatives de présentation de matériel breveté comme étant le sien dans des cadres d'entreprise. Le halètement dans la pièce fut instantané. Ma sœur s'est figée, la bouche bée, le visage se vidant de ses couleurs alors que l'officier s'avançait vers elle. Elle m'a regardé avec un mélange de peur et d'incrédulité. Elisa, tu ne ferais pas ça. Tu ne peux pas. Nous sommes une famille. J'ai senti les mots s'installer dans l'air, chargés d'ironie. Daniel a tendu les documents à l'officier, puis a répété par souci de clarté. Ma cliente engage des poursuites civiles. Ces papiers notifient formellement mademoiselle Whitmore d'un litige en cours. Cela inclut des preuves d'enregistrement, des horodatages, des dépôts de brevets et ses tentatives documentées de revendiquer la propriété de la technologie en question. L'officier s'est approché de ma sœur et a prononcé son nom. Elle a fait un petit pas en arrière, mais il n'y avait nulle part où aller. Les gens s'écartaient autour d'elle, les yeux fixés sur la scène qui se déroulait. L'officier a placé les papiers doucement dans ses mains. Elle les a fixés comme s'il la brûlait. Mon père s'est élancé vers l'avant. Vous ne pouvez pas signifier d'acte dans ma maison. Vous ne pouvez pas faire ça devant mes invités. C'est inacceptable. Daniel l'a regardé avec une précision calme. Juridiquement parlant, monsieur, ce n'est pas votre maison. Et oui, nous le pouvons.
Mon père a émis un son d'étouffement comme s'il avait avalé quelque chose de dur. Il s'est tourné vers maman, la voix brisée. Étais-tu au courant? Savais-tu que ta mère possédait encore cette maison? Mais la question est sortie faible, presque enfantine. Les lèvres de maman se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Ma sœur serrait les papiers de ses doigts tremblants. Elle m'a regardé comme si elle me voyait clairement pour la première fois de sa vie. Sa voix n'était qu'un murmure. Tu es vraiment allé jusqu'au bout. J'ai dit, je t'ai donné 3 ans pour faire ce qui est juste. Tu as choisi de ne pas le faire. Le foyer est redevenu silencieux. Complètement silencieux. Même les invités qui chuchotaient quelques instants plus tôt ont cessé de respirer de manière audible. Le seul son dans toute la maison était le tic-tac léger de l'horloge antique dans le couloir. Il se tenait figé. Ma sœur semblait brisée. Maman couvrait sa bouche de sa main. L'un des officiers s'est raclé la gorge. Nous considérons cette affaire résolue sur le plan pénal. Il n'y a pas de violation de propriété, pas de motif d'expulsion. Nous rédigerons notre rapport en conséquence. Daniel a acquiescé. Merci, officier. Ses genoux ont faibli, et il a agrippé le bord de la console d'entrée comme si la pièce avait basculé sous lui. La confiance qu'il portait toujours comme un bouclier s'était complètement évaporée. Tout ce qu'il avait crié plus tôt pesait maintenant lourdement dans l'air, exposé et embarrassant. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Le silence était si épais qu'il semblait avoir sa propre gravité. Et debout au milieu de ce silence, j'ai réalisé quelque chose. La vérité n'a pas besoin de crier pour changer une pièce. Parfois, il suffit qu'elle soit prononcée une seule fois. Les officiers sont partis les premiers, retournant dans la nuit froide. Daniel a commencé à ranger ses documents. Je suis resté immobile un instant de plus, observant les visages autour de moi, les expressions passant du jugement à la confusion, puis à quelque chose de proche de l'incrédulité. Et puis la maison a semblé complètement calme. Un calme si dense qu'on aurait dit que l'air lui-même retenait son souffle. Je me suis détourné d'eux et je suis sorti dans la nuit, laissant la porte se refermer doucement derrière moi. L'air froid de la nuit m'a suivi jusqu'à ma voiture, glissant sous mon manteau et se déposant contre ma peau comme une seconde vérité tranquille. Je n'ai pas regardé la maison en arrière. Je n'en avais pas besoin. Le silence à l'intérieur avait déjà tout dit. J'ai ouvert la portière de ma voiture, je me suis assise et j'ai laissé mes mains reposer sur le volant sans démarrer le moteur. Ma respiration embuait le pare-brise. Quelque part plus bas dans la rue, des feux d'artifice éclataient encore. C'était étrange de penser que le reste du monde accueillait une nouvelle année, alors que la mienne s'était déjà brisée des heures avant minuit. Je suis retourné à Somerville avec le chauffage bourdonnant doucement. Mon téléphone a vibré quelques fois, mais je n'ai pas vérifié. J'avais besoin que le monde cesse de me demander des choses, ne serait-ce que pour une nuit. Quand je suis enfin entré dans mon appartement, le radiateur s'est allumé, réchauffant la pièce d'un grondement bas et familier. J'ai accroché mon manteau au dossier de la chaise, j'ai éteint toutes les lumières sauf une lampe, et je me suis assise au bord du lit. L'épuisement m'a frappé comme une vague lente. Je me suis allongé sans me changer et j'ai laissé mes yeux se fermer. Je me suis réveillé avec la lumière du jour traversant les stores. Mon téléphone vibrait encore et encore. L'horloge marquait 9h30 du matin. Pendant un instant, je n'ai pas pu me rappeler quel jour on était. Puis tout est revenu dans un éclair vif, le jour de l'an, l'article, le procès, la police à la maison, mon père criant, ma sœur tenant les documents juridiques de ses mains tremblantes. Ma poitrine s'est serrée. J'ai attrapé le téléphone. Les notifications remplissaient l'écran, appel manqué, email, un message de Daniel me demandant de l'appeler quand je serais prête. Un message du docteur Alvarez disant qu'il avait lu l'article et que toute son équipe à l'Institut était fière de moi. Et des dizaines d'alertes de médias republiant ou discutant du reportage. Je me suis assise lentement. C'était en train d'arriver. La vérité était là, dehors, et elle ne retournerait pas dans sa boîte. Vers 10h30, j'ai reçu mon premier appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité puis j'ai répondu. Ici Linda de Fairfield Public Broadcasting. Nous couvrons l'histoire en cours sur la famille Whitmore et le différend sur la propriété intellectuelle. Souhaitez-vous faire un commentaire? J'ai dit, non, merci, et j'ai raccroché. Les appels ont continué à arriver. Reporters, analystes, gens de firmes de biotechnologie, même quelqu'un d'un talk show. Je les ai tous ignorés.
Je n'étais pas prête à laisser le monde faire partie de cela. Pas encore. Vers midi, ma sœur a tenu une conférence de presse. Je ne l'ai pas regardée en direct, mais quelqu'un m'a envoyé un clip 1 heure plus tard. Je l'ai regardé sans le son d'abord, puis avec le son. Elle se tenait derrière un podium avec le logo de l'entreprise derrière elle. Elle avait l'air fatiguée. Ses yeux étaient gonflés comme si elle n'avait pas dormi du tout. Elle a commencé par une inspiration tremblante. La situation a été démesurément amplifiée. Ma sœur et moi avons travaillé étroitement pendant des années. Nous nous sommes soutenus mutuellement. Tout malentendu concernant les contributions intellectuelles est une question de communication interne. Notre famille a toujours valorisé la collaboration. Un reporter a immédiatement levé la main. Mademoiselle Whitmore, avez-vous oui ou non présenté le travail breveté de votre sœur comme étant le vôtre à votre conseil d'administration et à vos investisseurs lors de multiples réunions internes? Elle a cligné des yeux, a dégluti et a tenté un sourire. Les détails de cette chronologie sont plus complexes que ce que le public comprend. Un autre reporter l'a interrompu. Le brevet a été déposé au début de 2019 sous le nom de votre sœur. Pourtant, votre première présentation revendiquant la même méthodologie a eu lieu fin 2020. Comment expliquez-vous cet écart? Ma sœur a bougé à nouveau. Sa voix s'est légèrement brisée. Comme je l'ai dit, la chronologie est complexe. Nous clarifions tous les détails avec nos conseillers juridiques. Un troisième reporter s'est avancé. Madame Whitmore, il existe un enregistrement audio dans lequel vous dites à votre sœur que tout ce qu'elle créait appartenait à l'entreprise et qu'elle n'avait aucun droit de détenir une propriété intellectuelle de manière indépendante. Niez-vous l'authenticité de cet enregistrement? Ses joues étaient livides. Je pouvais presque l'entendre réfléchir. L'équipe examine toutes les preuves. La salle s'est remplie de murmures. Un autre reporter a dit doucement, « Madame Whitmore, saviez-vous que la maison où l'incident de la nuit dernière s'est produit appartient à la grand-mère, et non à votre père ?» Ma sœur s'est raidie. Je ne peux pas commenter des questions personnelles. Quelqu'un a ajouté, « Mademoiselle Whitmore, quelle est votre réponse aux allégations selon lesquelles vous auriez trompé les investisseurs sur les origines de la technologie ?» Elle a fermé les yeux un instant, puis a brusquement mis fin à la conférence. Le clip s'est arrêté là. J'ai laissé tomber le téléphone sur le coussin du canapé. J'ai ressenti une douleur étrange dans ma poitrine. Pas de la satisfaction, pas de la victoire, mais quelque chose de plus complexe. Pendant si longtemps, le monde avait cru que c'était elle la talentueuse, la brillante, l'héritière naturelle de l'héritage de notre famille. J'avais passé des années à me rétrécir pour tenir dans l'espace qu'il me laissait. Maintenant, le monde lui posait des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Ce n'était pas de la vengeance, pas exactement. C'était simplement la vérité qui rattrapait le temps perdu. Cet après-midi-là, le conseil d'administration de Whitmore Diagnostic a annoncé une suspension temporaire du rôle de direction de ma sœur en attendant une enquête interne. Les actions ont chuté. Un contrat hospitalier majeur de 15 millions de dollars a été gelé. Un article d'une revue médicale a fait surface, remettant en question l'exactitude des affirmations antérieures de l'entreprise. Le soir venu, j'ai reçu un email d'un employé que j'avais rencontré des années plus tôt. Il disait qu'il avait peur pour l'avenir de l'entreprise parce que des gens dépendaient de ses emplois pour subvenir aux besoins de leur famille. Son message se terminait par « S'il vous plaît, s'il y a quoi que ce soit que vous puissiez faire, aidez-nous s'il vous plaît ». Je suis resté avec cela pendant longtemps. Je ne voulais pas que quiconque perde son gagne-pain à cause des choix que ma famille avait faits. Mais la vérité avait des conséquences. Les conséquences ne discutent pas. Elles ne négocient pas. Elles arrivent quand elles sont prêtes. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'au café près de mon appartement. L'air sentait la neige, même si rien n'était tombé. Les rues étaient plus calmes que d'habitude. J'ai commandé un latte et j'ai attendu près de la fenêtre. Après quelques minutes, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un appel de ma maman. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Sa voix était ténue. « Elisa, pouvons-nous parler ?» J'ai dit oui, et elle a demandé si nous pouvions nous rencontrer dans un endroit neutre. Nous avons choisi un petit café près de Cambridge qu'elle aimait autrefois. Quand je suis arrivé, elle était déjà assise à une table dans un coin. Elle semblait plus petite d'une certaine façon, comme si sa silhouette s'était recroquevillée sur elle-même du jour au lendemain. Elle remuait son thé sans lever les yeux. « Merci d'être venu, dit-elle doucement.
Je me suis assise en face d'elle. Elle continuait de remuer son thé, même s'il n'en avait plus besoin. Ses yeux se sont finalement levés pour rencontrer les miens. Tout s'écroule. Ta sœur est dévastée. Ton père est furieux. Le conseil d'administration exige des explications. Les gens que nous connaissons posent des questions. Cela fait mal à notre famille. J'ai attendu qu'elle finisse. Elle a pris une inspiration. Nous devons reprendre les devants. Si tu pouvais publier une déclaration disant que l'article exagérait les choses ou que ce procès était un malentendu, cela calmerait tout. Tu obtiendrais toujours la reconnaissance pour ce que tu as fait et la famille ne serait pas détruite par cela. Je l'ai observé attentivement. Pendant un instant, je me suis presque senti redevenir une enfant, attendant qu'elle me choisisse, qu'elle me défende, qu'elle me voie. Mais ce moment est passé. J'ai dit, je ne mentirai pas pour vous. Elle a tressailli visiblement. Elisa, s'il te plaît. C'est ta famille. Nous avons tout construit sur notre réputation. Si tu continues ainsi, nous ne nous en remettrons jamais. J'ai posé mes mains sur la table. Maman, j'ai dit la vérité. C'est tout. Si votre réputation ne peut pas survivre à la vérité, alors elle n'a jamais été réelle. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu parles exactement comme ta grand-mère. J'ai failli sourire à cela, mais sans méchanceté. Grand-maman avait toujours cru qu'il fallait rester ferme, même quand cela coûtait tout. Peut-être avais-je hérité de cela. Ma maman a baissé la voix. Ta sœur envisage de faire des excuses publiques. Elle est dévastée. Elle se sent trahie. Les mots ont résonné entre nous. Trahie par quoi? Par le fait que ses actions ont enfin des conséquences? Par le fait qu'elle ne peut plus prendre mon travail et être encore félicitée pour cela? Ou par le fait que j'ai enfin refusé de me taire? Ma maman a fermé les yeux. Tu ne comprends pas à quel point c'est dur pour elle. Je me suis adossé à ma chaise. Peut-être que tu ne comprends pas à quel point les 10 dernières années ont été dures pour moi. Elle m'a regardé alors vraiment regardé comme si elle voyait la forme de ma douleur pour la première fois. Mais la reconnaissance n'est pas restée longtemps. Elle ne restait jamais. Elle a traversé la table pour toucher ma main. S'il te plaît, aide-nous à arranger ça. Nous ne pouvons pas survivre à l'humiliation. J'ai doucement retiré ma main. L'humiliation n'est pas fatale. Me perdre l'était. Je n'y renoncerai plus. Elle a pris une inspiration tremblante et a hoché la tête comme si elle comprenait quelque chose qu'elle aurait souhaité ne pas entendre. Elle s'est levée sans finir son thé. Avant de s'éloigner, elle a dit tranquillement, « Tu choisis la fierté plutôt que la famille. » J'ai répondu, « Non, je choisis la vérité plutôt que le silence. » Elle a quitté le café. Pour le reste de la semaine, les répercussions ont continué. Plus de journalistes ont creusé l'histoire. Des analystes se sont demandé depuis combien de temps l'entreprise s'appuyait sur des recherches dont l'attribution était erronée. Des anciens de l'Institut ont publié « Félicitations pour la reconnaissance de mon brevet ». Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont envoyé des messages de soutien. Le 5 janvier, le conseil d'administration a fait une annonce. La suspension de ma sœur a été prolongée. L'examen interne se poursuivrait pendant plusieurs semaines. Les actions ont encore chuté. Une organisation médicale a annoncé qu'elle reconsidérait ses collaborations futures. Un présentateur de nouvelles populaires a rapporté que les investisseurs exigeaient des comptes. Ce soir-là, ma sœur a appelé. Sa voix était plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Elle a dit qu'elle avait besoin de parler en personne. Il y avait quelque chose qu'elle voulait me dire, quelque chose qu'elle devait décider. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Après avoir raccroché, je suis allé à la fenêtre de mon appartement. Les lumières de la ville vacillaient comme des pensées agitées. L'air dehors était froid, mais à l'intérieur de la pièce, je ressentais un étrange apaisement. Pour la première fois de ma vie, ma famille n'avait pas le droit de décider du récit. Le monde ne me voyait plus à travers leur prisme. Il me voyait tel que j'étais. Et la vérité, une fois prononcée, faisait exactement ce que fait la vérité. Elle bougeait. Elle travaillait. Elle remodelait tout sur son passage. Je savais que l'histoire n'était pas finie. Ma sœur n'avait pas fini. Ma famille n'avait pas fini. Il y aurait d'autres conversations, d'autres retombées, d'autres décisions à prendre. Mais pour la première fois, je me sentais stable, voire pleine d'espoir.
Je suis resté près de la fenêtre cette nuit-là, regardant les lumières de Boston scintiller contre le ciel d'hiver, me demandant combien d'années j'avais passé à essayer d'appartenir à des gens qui ne s'étaient jamais demandé s'ils m'appartenaient. La pensée était calme mais vive, comme un fil se libérant de lui-même. Je l'ai laissé s'installer. Pour la première fois de ma vie, le monde semblait plus vaste que les murs que ma famille avait construits autour de moi. Le lendemain matin a apporté une sorte de tranquillité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis réveillé sans appréhension. J'ai préparé du café sans me presser. La ville dehors était lente et douce sous une couche de lumière pâle. Quand j'ai vérifié mon téléphone, j'ai vu un message vocal de ma sœur. Sa voix semblait usée, presque fragile. Elle a dit qu'elle voulait me voir. Elle a dit qu'elle avait besoin de parler en personne. Elle a dit qu'elle voulait s'excuser. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai marché dans mon appartement avec le message résonnant dans mon esprit. 1 an plus tôt, j'aurais sauté sur l'occasion. 1 an plus tôt, j'aurais porté l'espoir comme un fardeau, croyant que si je me comportais parfaitement, si j'expliquais soigneusement, si je m'adoucissais assez, peut-être qu'il me verrait, peut-être qu'il me choisirait. Mais les choses sont différentes maintenant. La vérité était entrée dans la pièce et refusait de partir. Et une fois que la vérité respire, rien ne redevient comme avant. Nous nous sommes finalement rencontrés dans un petit parc près de la rivière Charles, celui avec les longs bancs qui font face à l'eau. Ma sœur attendait près de la balustrade. Elle portait un long manteau, et sa respiration embrumait l'air par petites rafales. Quand elle s'est tournée vers moi, elle ne ressemblait en rien à la femme qui avait applaudi quand mon père m'avait mise à la porte. Ses yeux étaient rouges et fatigués. Pour une fois, il n'y avait pas de public, pas de posture, pas de performance. Elle a dit « Merci d'être venu », et sa voix s'est brisée dès le premier mot. Je me suis assise sur le banc. Elle s'est assise à côté de moi, laissant une distance polie. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Puis les mots ont jailli. J'ai tout lu. Les dossiers de brevets, les emails, les horodatages, les enregistrements. Je ne voulais pas y croire. Je n'arrêtais pas de penser qu'il devait y avoir une autre explication. Quelque chose qui me ferait paraître moins comme la méchante dans la vie de ma propre sœur. Mais il n'y en a pas. Je t'ai fait ça. Je t'ai volé. Je t'ai effacé. Et je me suis laissé croire que c'était bien parce que nous partageons un nom de famille. Ses mains tremblaient alors qu'elle les frottait l'une contre l'autre pour se réchauffer. Tu étais toujours doué pour les choses avec lesquelles j'avais du mal. Tu voyais des liens que personne d'autre ne voyait. Tu créais des choses qui faisaient s'arrêter les gens. J'étais jalouse. Je pensais que si je pouvais prendre ce que tu avais fait et l'envelopper dans mon sourire, les gens me verraient comme ils te voyaient. Je suis désolé, Elisa. Je suis tellement désolé. L'excuse flottait dans l'air, froide et fragile. J'ai écouté tranquillement. Elle attendait. Finalement, j'ai dit, j'apprécie tes excuses. Vraiment. Mais une excuse n'efface pas les années ou les choix ou les dégâts. Elle ne fait que les reconnaître. Elle a hoché la tête. Je sais. Je n'attends rien. J'avais juste besoin de le dire. Nous sommes restés assises là pendant un moment, 2 femmes au bord d'une rivière essayant de comprendre la forme d'une blessure. Finalement, elle m'a dit qu'elle prévoyait de démissionner complètement. Elle a dit que le conseil d'administration préparait une déclaration. Elle a dit qu'elle ferait la sienne. Elle voulait assumer ses choix publiquement, non pas parce que le monde l'exigeait, mais parce qu'elle ne pourrait plus vivre avec elle-même autrement. Au moment de partir, elle a marqué une pause. Tu méritais mieux que nous. J'espère que la vie te donnera autant d'espace que tu lui en donnes. Je l'ai regardé s'éloigner. Je ne ressentais ni triomphe ni satisfaction. Ce que je ressentais était une douleur douce, celle que l'on ressent quand quelque chose finit par s'ouvrir et commence à guérir. Les mois qui suivirent passèrent vite. En février, mon travail avait attiré l'attention d'un hôpital de recherche à Baltimore. Il voulait collaborer sur un programme de diagnostic utilisant des modèles de détection précoce. Les réunions étaient longues mais énergisantes. Pour la première fois, j'avais l'impression que les gens me parlaient pas autour de moi, pas à travers moi, mais directement à moi. Ils me voyaient. Pas celle que j'étais censé être pour ma famille, mais celle que j'étais réellement. Au printemps, j'ai lancé ma propre entreprise dans un loft rénové à Cambridge. J'ai embauché des chercheurs de différents horizons du domaine, des gens curieux, humbles et désireux de construire quelque chose d'honnête.
Nous tenions des réunions d'équipe dans une pièce ensoleillée avec une longue table en bois et des tasses dépareillées. Certains jours, nous échouions. D'autres jours, nous tombions sur des percées qui nous faisaient crier de joie d'un bout à l'autre de la pièce. C'était désordonné, humain et exactement ce qu'il fallait. Mon père a essayé d'appeler une fois en avril. Le message vocal était court. Il disait qu'il voulait discuter des malentendus. Il disait que la famille avait besoin de guérir. Il disait que les réputations pouvaient être reconstruites si je coopérais. Je n'ai jamais rappelé. Ma maman a pris contact plus doucement. Elle envoyait des emails au lieu d'exigences. Elle me demandait comment j'allais. Elle demandait si elle pouvait me rendre visite. Je n'ai pas dit non, mais je n'ai pas dit oui. Au lieu de cela, j'ai dit, nous pouvons parler, mais seulement si nous parlons honnêtement. Pas de gestion d'image, pas de faux semblants. Elle a accepté. Et pour la première fois de ma vie, nous avons eu une conversation qui ne tournait pas autour de mon silence. Elle n'a pas défendu ce qui s'était passé. Elle ne l'a pas minimisé. Elle a simplement dit qu'elle était désolée de ne pas m'avoir mieux protégé quand j'étais jeune, et qu'elle avait eu peur du conflit pendant si longtemps qu'elle ne s'était pas rendu compte que son silence était devenu sa propre forme de violence. Les mots étaient imparfaits mais réels. Je lui ai pardonné, pas dans un moment dramatique, pas dans un seul souffle, mais lentement au fil de nombreuses conversations. Le pardon a pris forme comme une nouvelle langue que j'apprenais, une langue que je n'avais pas pratiquée en grandissant. Cela ne signifiait pas retourner dans le passé. Cela signifiait le reconnaître sans le laisser me retenir davantage. À l'été, mon entreprise a signé son premier contrat majeur avec un centre médical à Seattle. L'accord valait plusieurs millions de dollars et permettrait d'étendre l'accès au diagnostic précoce pour des milliers de patients. J'ai fêté cela avec mon équipe en commandant des plats à emporter et en mangeant par terre parce que nous n'avions pas encore acheté assez de chaises. Nous avons ri jusqu'à en avoir mal au ventre. À l'automne, j'ai été invité à parler lors d'une conférence pour les femmes en STEAM à Chicago. La salle était remplie de jeunes chercheuses, de scientifiques plus âgés, de femmes qui avaient été réduites au silence, ignorées, sous-estimées. Je leur ai raconté mon histoire. Pas la version scandale, pas la version gros titre, mais la version humaine. Celle où une fille a appris à se rétrécir pour survivre, puis a appris à s'épanouir pour vivre. Quand j'ai fini, la salle était silencieuse. Puis ils se sont levés et ont applaudi si longtemps que j'ai dû refouler mes larmes. Décembre est arrivé plus vite que prévu. La neige saupoudrait les trottoirs. Mon bureau était chaud avec les chauffages bourdonnants et les collations de fête. Mon équipe a bouclé notre dernier projet de l'année et a échangé de petits cadeaux, principalement des blagues internes écrites sur des notes autocollantes. La vie semblait pleine d'une manière que je n'avais jamais connue. Pleine de gens qui me voyaient sans avoir besoin que je sois plus petite. Pleine de travail qui reflétait mon esprit au lieu du besoin de quelqu'un d'autre de le posséder. Pleine de souffle, pleine de possibilités. Le matin du 31 décembre 2025, je me suis réveillé dans une douce flaque de soleil. J'ai fait du café, je me suis enveloppé dans un pull et j'ai marché jusqu'au bureau. Même si le bâtiment était officiellement fermé, j'aimais être là quand c'était calme. Les grandes fenêtres surplombaient la ville. Les lumières scintillaient sur la rivière. C'était paisible. Ce soir-là, j'ai organisé une petite réunion dans mon appartement. Pas une fête, juste un groupe de gens qui étaient devenus les miens, mon équipe. Quelques amis de l'institut, même ma maman, qui est arrivée tôt et a aidé à couper les fruits dans la cuisine. Nous avons parlé de travail et de livres et de l'étrange joie de trouver une communauté plus tard dans la vie. Nous étions assis par terre avec nos assiettes sur les genoux. Ce n'était rien de comparable au fait que ma famille organisait autrefois, celle où tout le monde souriait mais où personne ne respirait. C'était différent. C'était vivant. Un peu avant minuit, je suis sorti sur le balcon pour un moment de solitude. Le ciel au-dessus de Boston était sombre et doux. Le son des rires flottait depuis l'intérieur. Je tenais une coupe de champagne et je laissais l'air froid m'envelopper. Un an plus tôt, je me tenais devant la maison de mes parents avec rien d'autre que mon manteau et ma dignité. Un an plus tôt, j'avais été mise à la porte et effacée. Maintenant, je me tenais dans une vie que j'avais bâtie moi-même. Mon téléphone a vibré. Un message de ma sœur, bonne année. Je vais mieux. J'espère que toi aussi. Merci d'avoir été honnête quand je n'étais pas assez courageuse pour l'être. J'ai tapé un simple « bonne année » et j'ai rangé le téléphone. À l'intérieur, quelqu'un a commencé le compte à rebours à partir de 10.
Je suis rentré et j'ai rejoint le cercle. Les voix se sont élevées. Les rires se sont mêlés à l'espoir. Quand la pièce a explosé à minuit, j'ai senti quelque chose s'ouvrir en moi, une chaleur douce et constante. Ne pas appartenir avait autrefois été une blessure. Maintenant, cela ressemblait à un commencement. Quand le bruit s'est calmé, j'ai levé légèrement mon verre et j'ai dit doucement, plus pour moi-même que pour quiconque, j'existe pleinement. Enfin. Et si l'on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, rappelez-vous ceci, le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la plus éclatante des revanches.